faire enculer, putain de merde. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier Nikaya Talk collaboratif. Aujourd'hui, on accueille un collègue et ami coach en la qualité de David Lourenco de chez Strength Development. Comment Salut, vas-tu, David? Ça va ça tranquille? va, tranquillement. Et Ok, vous? parfait. C'est le plus gros élément du coaching Strength Development. Comprendra qui pourra. Gros, c'est le cas de... Ah mec, Et tu es le fondateur. Ça démarre bien. je peux même pas souffler là, je peux même pas souffler. Évidemment, avec moi, mon compère de toujours, Johan, Tic et Tac, Boule et Bill, Adolphe et... Allez, Rock, c'est Rookie. Allez, yes. Pétain et De Gaulle, la doublette, le bouclier et l'épée. Comment vas-tu, Johan? En pleine forme. Je crois que je vais couper le Adolf Hitler quand même. Ce sera mieux. Bah non mec, non, non, non. Bon, David, il n'est pas là par hasard. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est cher à nos deux coachings, qui est le suivi des données dans l'entraînement, dans la programmation, autrement appelé le data tracking. Alors, ne craignez rien, on ne va pas rentrer dans une discussion de nerd. Le postulat, c'est le suivant. Quand un athlète rejoint un coaching, c'est souvent lié à une vague idée du coach. Il prog plus ou moins spécifique, plus ou moins intense. Est-ce qu'il y a des variations? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que le feeling est bon? Est-ce que la personne nous plaît? Etc. L'idée de ce podcast, c'est un peu d'oublier ces préavis-là, d'oublier même les méthodologies préférentielles qu'on voit d'un coach, d'une programmation, et faire place à un petit peu ce qui est le cœur du suivi et de la construction de la programmation dans le coaching. Là, je ne vous parle pas de est-ce qu'il y a 3 séries au lieu de 5, 4 reps au lieu de 2, mais plutôt sur quoi on va se baser pour définir ça. Donc, on va parler volume, nombre de séries, MRV, MEV, tonnage, RPE charts, stress index, niveau de spécificité, VBT, BBC, BBW, POV. Bref, la question centrale, est-ce que ces données sont surcotées ou sous-cotées dans l'entraînement? Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de nos utilisations, de nos data préférées, chacun d'entre nous, et on va discuter un peu de ce sujet-là. Mais d'abord, petite présentation de David. Déjà, première question, quel rapport as-tu avec le data tracking? Plutôt sensuel, plutôt sexuel? Dis-nous tout. Déjà, je vais préciser que je vais être le mec chiant dans ce podcast qui va répondre ça Ah, dépend. commence pas. Hein. Ensuite, deuxièmement, du coup, moi je suis David, je suis head coach pour Strength Development. Donc je fais des suivis depuis 2019 environ. Et j'ai, allez, on va sortir un chiffre au hasard, une cinquantaine d'athlètes, voilà. Euh, Voilà pour ça. Au niveau du data tracking, nous, c'est quelque chose d'assez central dans nos suivis, notre méthodologie de coaching, parce que on va utiliser les data essentiellement pour justement recueillir de l'information, en accumuler, pour essayer de penser contre nous-mêmes, entre guillemets, quand les data vont dans un sens bah, dans un sens opposé au biais qu'on peut avoir, etc. Donc ça, c'est raisons essentielles pour lesquelles nous on fait des data. Et aussi pour justement avoir un suivi au niveau au niveau des performances pour l'athlète, un suivi au niveau même descriptif, entre guillemets, mais de l'analyse de combien de séries l'athlète va réaliser par semaine, combien de séries difficiles, le RPE moyen, le RPE peak. Ces données-là qui peuvent être utiles à la programmation. Peut-être rapproche-toi un petit peu de ton micro. Moi, je sais pas, mais je t'entends avec certains saccadements. Donc peut-être rapproche-toi un petit peu du micro, auquel cas ça enregistre. Enfin, Non, mais t'inquiète, c'est parce que ok, tu as le ok, c'est micro du noté. PC là. Ok, ok, donc plutôt une utilisation un peu en, comment dire, en contre-argument dans la création de la programmation, tu dirais? Ou en outil de support? Nous, c'est un peu l'argument là qu'on. Ouais. On a fait un podcast récemment aussi sur les data et c'est un peu ce qui est ressorti sur, en fait, sur l'intérêt des data. Bon, c'est le point là qui me vient en premier en tête, mais c'est quelque chose d'assez important parce que le truc, c'est que souvent, quand on va coacher, on va être influencé par nos expériences passées de coach, nos biais, quoi, en gros. Donc, si nos biais, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais c'est de faire mettre du x8 à tous les athlètes et qu'on fait ça à tout le monde, et un jour, il y en a un, il répond pas, il répond négativement à x8, au lieu de rester comme
comme un con devant son PC et se dire, ah, mais merde, je comprends pas là ce qui se passe. On va regarder justement les datas qu'on aura collectées pour essayer d'aller dans un sens, une direction différente peut-être. Ok, ok, ok. Euh, Intéressant, intéressant. C'est le mot que je dis quand j'ai pas entendu ce que tu as dit, mais c'est correct. Monte un peu le Vas-y, micro là, mec. j'entends pas très très bien. Je, 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 je- je m'écoutais même plus parler à la fin. Bon, bah, ça répond déjà un petit peu à la question data tracking sous-côté sur côté. On va passer un petit peu juste sur les indicateurs préférentiels qu'on utilise. Mais déjà, est-ce qu'on peut. Là, tu as fait émerger des points forts du data tracking. Toi, Johan, est-ce que tu vois peut-être d'éventuelles faiblesses au modèle purement du point de vue du data tracking? Ouais, il y a deux pour moi grandes faiblesses. La première, on y voit toujours, en tout cas, si on fait pas d'efforts supplémentaires, on y voit toujours ce qu'on veut y voir. C'est-à-dire que en tant que coach, à chaque bloc, on lance une ou une nouvelle, plusieurs pistes, et on va suivre ces pistes par plusieurs données, et on va analyser que ce qu'on pense être vrai, ou en tout cas l'hypothèse de base qu'on a fait. Par exemple, je reprends l'exemple des x8. Bon, on lance des x8, on pense que ça va faire progresser l'athlète, et on regarde que dans ce biais-là. Et si l'athlète a progressé, ce sera uniquement par les x8, et s'il a régressé, ben on cherche autre chose que les x8, par exemple. Donc c'est principalement le premier biais en tant que coach que je vois dans l'utilisation des données. C'est nos idées préconçues, nos outils préférés qu'on a tendance à un petit peu, on a tendance à se mettre un petit peu des œillères au niveau de ces outils-là, et de Ça, pas prendre en compte d'autres facteurs plus externes, par exemple, dans la progression, la régression, la stagnation de notre athlète. Le deuxième, c'est tout ce qui est, on va dire, données externes au coaching en lui-même, ou en tout cas à la programmation en elle-même. C'est tout ce que l'athlète va nous apporter comme information, comme contexte de sa séance, de son bloc en général, son sommeil, ses douleurs, euh, sa fatigue en général. Est-ce que c'est un niveau de stress élevé? Tout ça, ça peut venir brouiller toutes les pistes qu'on a lancées. Ok, on commence fort, on met les pieds dans le plat, j'aime bien. Euh, Moi, ce que j'aime, les points où j'aimerais passer, c'est vraiment euh, point par point, pied à pied, chacune des métriques qu'on peut traquer. Une méthodologie de travail qui est assez en vogue de nos jours, c'est peut-être même celle la plus en vogue actuellement. On a eu un moment où, quand les RPE sont vraiment arrivés très très fort, avec notamment Mike Tuchscherer qui les a grandement avancés en tant qu'outil d'intensité et d'autorégulation, un point intéressant, un point important. Tout le monde parlait, ne voyait que par le RPE, l'autorégulation, etc. Actuellement, on est plus sur, en tout cas, il y a une certaine trend autour euh, du volume-based training, et un petit peu ce qu'on pourrait appeler le travail en densité, la programmation en densité, en cherchant à pousser le volume un petit peu toujours plus haut. Il y a des athlètes qui ont été un petit peu phares là-dessus, hein, qui ont partagé des datas de leur programmation. Peut-être un des plus connus ces derniers temps, c'est Tyler Atwood, qui montrait le nombre de séries par semaine qu'il effectuait par mouvement, qui pouvait être vraiment, vraiment assez impressionnant par moment, surtout sur les phases où il était le plus performant, hein. C'est là que ça avait le plus de résonance. La question que je veux poser, c'est doit-on toujours pousser le volume plus haut? Donc, il va falloir un petit peu définir ce que c'est le volume déjà. Est-ce qu'on parle plutôt de nombre de séries par mouvement hebdomadaire? Est-ce qu'on parle plutôt de tonnage? Qui veut interagir en premier là-dessus? je veux bien Non, vas-y, Johan, si tu veux. Alors, le volume, si on va commencer par la première échelle, en tout cas le premier stade sur lequel moi je fonctionne, c'est d'abord les séries par semaine. Et après, on peut développer plusieurs indicateurs qui dépendent de cette première donnée-là, avec le minimum effectif qu'il nous faut pour progresser avec ce nombre de séries par semaine. Je dis un exemple, 10, et le maximum dont on peut récupérer, donc sans que notre performance soit impactée les séances d'après ou les semaines d'après. Et donc, par exemple, 15. Et en fait, tout notre travail va varier dans cette fourchette-là, selon les périodes. Pour répondre à la question, est-ce qu'il faut pousser toujours le volume plus loin? Je dirais que c'est un facteur de progression d'aller titiller ce maximum
récupérables, notamment dans les périodes de picking, où on a besoin d'augmenter la performance à court terme. Ça peut être un challenge d'aller titiller ce facteur-là. Euh, Parce que entre le début et la fin de carrière d'un athlète, bah, au début, peut-être qu'il va pouvoir récupérer de 15 séries, peut-être qu'à la fin, il va pouvoir récupérer de 25, 35, et ça va bouger. Et donc, il faut continuellement, en tout cas, se mettre à jour, je pense, dans ces données-là. Hmm. Pour moi, le point, c'est, tu l'as dit, c'est le déroulement de la carrière de l'athlète. Pour moi, le volume en soi, on n'a pas cette approche, nous, d'augmenter le volume au sein d'un microcycle ou même d'un macrocycle, à moins qu'on détecte avec des données que l'athlète ait besoin d'augmenter le volume. Et j'irais même jusqu'à dire que pour moi, le volume, l'augmentation du volume, c'est genre un levier que tu actionnes, on va dire, pas en dernier, mais dans les derniers, quoi. Parce que c'est quelque chose qui doit évoluer jusqu'à la fin de la carrière, comme tu l'as dit, Johan. Et forcément, moi, si je prends mon exemple, j'ai fait peut-être 3-4 séries de squat par semaine il y a 5-6 ans. Bon, aujourd'hui, j'en fais 6, mais c'est pour d'autres raisons. Mais oui, voilà, ce volume-là, pour moi, il n'a pas vocation forcément, en tout cas dans notre méthodologie de travail, à être augmenté, mais plutôt à être un petit peu stabilisé. L'idée, c'est de se dire, bon, ça c'est une phrase que je reprends tout le temps, que c'était Mike T qui l'avait dit, suivre les adaptations de l'athlète. Comment tu détermines qu'il faut augmenter le volume, si ce n'est en te basant sur des modèles, entre guillemets, préconçus. Par exemple, bah, le modèle, le volume, ça va être basé sur le modèle fitness fatigue, si je dis pas de bêtises, mais il faut pas oublier que ça reste quand même un modèle, c'est quelque chose de pas précis, c'est approximatif, c'est fait exprès pour que nous, on simplifie nos processus. Voilà, c'est quand même difficile d'avoir un indicateur précis de, OK, là, je dois augmenter le volume. Maintenant, après, en pratique, on remarque que bah, c'est de constater que pour beaucoup de coachs, ça fonctionne, hein, l'augmentation du volume. Mais au final, est-ce que c'est l'augmentation de 2-3 séries au sein du bloc qui a fonctionné ou juste bah, le fait que la tête se soit entraînée, augmenter l'intensité Hmm. en même temps, etc. Donc, moi, pour moi, je le conçois comme ça un petit peu. Ouais. C'est une question Moi, un je petit suis peu. presque, pas à l'opposé de toi, mais je challenge assez souvent le volume et je fais assez souvent évoluer le volume au sein d'un bloc ou entre les blocs. Ça me permet peut-être d'avoir moins d'impact physiologique en termes de fatigue que l'augmentation de l'intensité. C'est-à-dire qu'un athlète peut plus facilement récupérer de beaucoup de séries à basse moyenne intensité que très peu de séries à haute intensité qui peuvent laisser des traces sur le Ouais, pattern, etc. Hmm. ouais, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Après, bah, c'est sûr, si tu fais beaucoup de séries à moyenne intensité versus peu de séries à faible intensité, à haute intensité, faut voir aussi comment réagit l'athlète. Au final, on revient à suivre la Ouais. réponse. Je suis d'accord. Après, moi, je peut-être un poil plus de la vie Johan. Enfin, là, comme ça, on discute chacun d'un premier point de vue. Pour moi, le volume, c'est ce qu'on va chercher à cycler le plus sur une saison dans l'entraînement. En fait, c'est un peu l'initiateur de volume, l'initiateur de momentum le plus évident, en fait. Évidemment, faut le corréler avec l'intensité, le niveau de spécificité et les périodes forcément compétitives ou non. Mais c'est peut-être le générateur de momentum le plus facile, entre guillemets, à mettre en place. Mais c'est aussi peut-être le plus dangereux, en fait. Et David, tu as soulevé un point, et c'était Johan, je crois, qui en a parlé juste avant aussi. C'est l'idée qu'on construise une carrière un peu sur le long terme. Pour moi, le risque, vraiment, si on parle vraiment des faiblesses du volume, quand on parle notamment du nombre de séries hebdomadaires par mouvement, c'est l'idée d'aller trop, trop loin, trop vite et de faire saturer l'athlète très fort. Parce qu'il y a une marge forcément qui va être grande quand on parle d'un débutant ou quelqu'un qui n'a pas forcément utilisé ce levier. En actionnant ce levier très très fort, en poussant le volume très loin à ce niveau-là, on va souvent avoir des gains court terme, c'est vrai, conséquents. Maintenant, c'est la capacité de l'athlète à encaisser. Et c'est là que pour moi, c'est important de cycler toujours ce volume-là. Dans vraiment le schéma pratico-pratique de ce qu'on voit, il est vrai qu'en repoussant tout le temps plus loin la base de volume encaissable par l'athlète, notamment via le biais du nombre de séries hebdo, euh, c'est vrai que c'est assez simple de voir un athlète qui va beaucoup progresser ou non. Maintenant, ça reste un outil, pas dangereux, mais en tout cas, ça reste quelque chose de clé et qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il faut justement cycler. Un athlète qui a réussi à encaisser une vingtaine ou une trentaine de séries au développé couché comparativement avant où c'était une dizaine, une quinzaine, il faut prendre en compte le drawback,
le contre-coup de tout ça, bah, notamment les blocs d'après. Pour moi, je suis très très pro nombre de séries hebdo et poussé via ce facteur-là, notamment quand il s'agit de faire du travail un peu, je vais dire sous-maximal, mais il faut comprendre ce que je dis quand je dis sous-maximal. C'est lié au nombre de répétitions, mais c'est surtout lié au pourcentage de 1RM, où en farmant du 70, du 75, du 80, du 85%, on a une grosse prise d'élan qui va occurrir. Par contre, ce qu'on arrive moins à anticiper, c'est la réponse de l'athlète après la période où on va challenger ce volume-là. C'est-à-dire qu'un athlète qui a soutenu 25 séries au lieu de 15 il y a 3 blocs d'avant, bah, on ne peut pas être sûr qu'il a acquis cette base-là en fait. Pour moi, le nombre de séries hebdo par semaine, il doit être corrélé avec un certain farming qu'on fait d'une intensity range précise, d'une fourchette d'intensité précise et de manière plus secondaire d'un rep range un petit peu plus précis aussi. Enfin, voilà, je sais pas. Ah, ah, ah. Après, pour nuancer mes propos Non, par rapport non, à ce que tu tu as dis, été Andrea, extrémiste, tu es au euh, tribunal. ouais, non, mais tu m'as ramené, mec, tu m'as ramené à la réalité, gros. Non, mais pour nuancer un petit peu, pour moi, le volume, c'est pas quelque chose. Tout à l'heure, je disais, on va essayer de stabiliser un petit peu ces données-là de notre méthodo. Maintenant, on n'est pas à 2, 3 séries près non plus. Voilà, c'est pas, tu dois faire 10 séries, si t'en fais 11, c'est finito, retour à la case départ, tu vas flop. Par contre, là où je te rejoins, Mais, c'est l'idée de pourquoi on pousse le volume. Ça, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un motivateur ouais, derrière où on peut objectiver une progression via ce levier-là et pas juste le faire pour le faire. Ça, par contre, je suis totalement d'accord. pour moi, d'augmenter le volume, il y a d'autres questions à se poser. Typiquement, est-ce que Mm. la qualité des séries de l'athlète, s'il fait des séries tout le temps, la technique elle change ou il se met pas, il n'a pas la même intention, etc. Bon, on va peut-être revoir ça. Bah, la technique aussi, la maîtrise technique. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord regarder de ce point de vue-là, la récupération, bon, tous ces facteurs-là que tu disais tout à l'heure, Johan, qui sont externes un petit peu, qui sont pas vraiment programmés entre guillemets. Ça, c'est quelque chose à regarder un petit peu. Et là où je reviens sur ce que tu dis, c'est que bah, il y a des personnes, ils ont 2 ans d'entraînement, ils sont déjà à 30 séries de squats par semaine. Bon, je sais pas si voilà, si c'est vraiment réfléchi Ouais, en tout je cas. peux être Bah, d'accord. est-ce qu'on peut dire qu'en général, un athlète qui n'a pas une technique fixée ou un athlète plutôt débutant qui va avoir énormément d'évolution de semaine en semaine de sa technique et de ses capacités, toute cette partie analyse de data, elle vaut pas grand-chose dans ces cas-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, un débutant, si on prend le cas d'un débutant, honnêtement, je me demande si, à part pour l'habituer à rentrer ses datas dans son log et tout, pourquoi pas. Mais même, j'ai tendance à même pas trop programmer de RPE et quand j'ai un débutant, à lui dire, bon, note quand même ton RPE, en mode, c'est pas une prescription, tu vois, le RPE, ça Oh là, ne parle pas de plutôt quelque chose, prescription dans ce une podcast-là, information hein. pour le coach. Attention. Ouais, c'est pas une prescription, D'ailleurs, Andrea. attendez, je vais prendre mes pills, mais d'abord, je montre à la caméra, c'est de l'ashwagandha. Hein. Ne commencez pas à me casser les couilles. Ouais, ouais, c'est ça. Dans le pot d'ashwagandha, il y a Putain, d'autres c'est choses. bizarre dans Eh, Jesse Pinkman, tu vas pas nous la faire là, hein. Ah, bande d'enculés, les mecs, ils terminent. C'est mon podcast d'abord, c'est ma chaîne YouTube et ils me terminent tous. Non, mais c'est bizarre, t'as raison, parce que toutes les pilules qu'il y a dans le truc, elles ont toutes une couleur différente. Alors ça, je sais pas du tout pourquoi, les gars. Bizarre, c'est bizarre, il y a écrit testostérone Il y a des dessus, petits je pochons comprends avec pas. marqué L, S et D dessus, je comprends pas du tout ce qui se passe, les gars. Mais Non, un point où je voulais revenir. Bon, déjà, un premier truc, tu parlais de modèle, David. Il faut quand même partir quand même d'un modèle, d'une idée de base de ce que l'athlète est capable d'encaisser. Même en début de coaching, il faut pouvoir avoir un préavis dessus et partir sur un volume minimum effectif. Enfin, c'est le premier point que je voulais aborder. On est quand même un petit peu obligé de se baser sur un modèle à un moment ou un autre, au moins pour commencer. oui, oui. Ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas dit ça, hein, c'est pas ça que je veux dire. Euh, Bon, bah, si tu as Si, dit si, j'ai ça, dit ça, écoute, mec. pas de souci. C'est quoi? C'est le débat Alain Soral contre. C'est quoi ça? C'est deux parties extrêmes, On est mec. sur BFM TV ou quoi? Bon. Et le deuxième point que je viens d'oublier, non, c'est le point de la qualité, en fait. Et pour moi, c'est là que le volume doit se corréler à l'intensité. C'est la qualité, elle n'est pas linéaire, notamment par rapport
à l'intensité qu'on va prescrire. Quand on est sur du 70, du 75, du 80%, on peut s'attendre pour la majorité des athlètes à avoir un standard d'exécution qui est largement maîtrisé. À moins qu'on mette du 8 reps, évidemment, là on n'est plus là-dessus. On va parler de rep range de force, 1 à 4, 1 à 5. Pardonnez-moi. Euh, mais la qualité, en fait, il faut l'entraîner aussi. Donc, l'idée d'augmenter le volume à des rep range plutôt contrôlés et augmenter, on met notre base de volume et en parallèle augmenter l'intensité pour amener l'athlète à développer ce standard de qualité sur des intensity range de plus en plus élevés. Ça, pour moi, c'est les deux choses qui doivent un petit peu, si je devais vraiment arriver aux facteurs les plus généraux, c'est un petit peu cette course-là qu'on fait. C'est farmer un petit peu de volume à une intensité précise, monter l'intensité, peut-être la rattraper avec le volume. Évidemment, entre-temps, on recycle un petit peu, hein, il y a des périodes de déload, ça c'est clair et net. Mais c'est un peu la course qu'on fait, quoi. C'est développer de la qualité à une plus grosse intensité, un pourcentage d'intensité, le rattraper un peu avec le volume et après recycler un petit peu tout ça parce que c'est pas infini en fait. La quête de plus de volume, elle n'est pas infinie parce qu'il y a des facteurs limitants évidents, le niveau d'énergie de l'athlète, le niveau de saturation, les éventuelles blessures que ça peut amener parce que le Le temps temps, aussi, mec. si tu as. Oui, oui, c'est Le temps clair, pour c'est clair. s'entraîner. Alors là, on va partir du principe que tout le monde est un professionnel et qu'on a 5 heures de temps à allouer à la F1. Vu la tournure que prend la Ah FA, ouais, ouais, pour moi, écoute, on a tous 5 exactement. heures par jour, mec. Non, mais ça, c'est important, je pense, comme tu as dit, de corréler ça avec la qualité. Et comment on objective la qualité? Bah, c'est un standard d'exécution qui est répétable avec la même exécution, plus ou moins. Avoir un minimum de standard entre guillemets, j'allais dire de vitesse de barre, mais au moins avoir des repères à des intensités précises, que ce soit des RPE ou des pourcentages de RM. Un point où je suis d'accord avec toi, c'est quand on veut provoquer des adaptations au niveau du volume, notamment bah, le nombre de séries hebdo, un truc à traquer, c'est un truc à traquer, pardon, c'est la qualité d'exécution et la résilience du pattern. Ça, c'est clair et net. Est-ce que vous voulez continuer sur ce petit débat? Non, Bah, Non, non, on a parlé tous beaucoup de d'accord nombre là-dessus. de nombre de séries hebdo. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous utilisez? Alors, peut-être que là, on a directement attaqué sur les nombres de séries hebdo. Peut-être que est-ce qu'on peut dire que c'est le facteur qu'on regarde le plus ou pas déjà? Oui. bah, je pense que c'est un des plus importants, en tout cas. Bah, c'est un facteur qui nous permet d'avoir une lecture directe. On se rend compte directement de est-ce que 5 ou 15 ou 25 c'est élevé ou pas, euh, Ouais. directement par notre expérience. Par contre, après, un second degré de lecture qui nous permet d'aller plus loin, c'est le tonnage. Mais là, par exemple, entre 3400 ou 5600, bah, on se rend pas bien compte de, de ce que ça fait en fait. C'est des unités Ouais, mais sans forcément aller parler qui de sont pas tonnage, mais palpables. je pense qu'il faut quand même corréler ça un minimum avec le rep range quand même. Un minimum. Même si on tourne souvent sur des Bah, rep range similaires, sur un bloc peut-être un peu pivot où on va demander plus d'efforts un petit peu métaboliques à l'athlète, si on peut dire ça comme ça. 25 séries avec 8 répétitions, 25 séries avec 2 répétitions, ce sera pas la même demande aussi, quoi. finalement, c'est un peu intercorrélé, hein, tout ça, Évidemment. enfin, interlié ou c'est pas lié. L'intensité, le volume, etc. On va pas programmer juste un nombre de séries sans donner Ouais, de. c'est pour ça que. Ouais. Donc moi, je pense que le deuxième facteur, pour moi, c'est bah, l'intensité, tout simplement, que tu la mesures en pourcentage, en RPE, en RIR, en ce que tu veux. Pour moi, c'est le deuxième truc qu'il faut regarder. Où est-ce que mon athlète se situe à peu près en termes d'intensité? Pour aller même un petit peu plus loin, on va pouvoir différencier l'intensité moyenne, donc qui veut un peu tout et rien dire. Au final, si tu fais un protocole avec, je sais pas, moi, tu fais des ramp-up ou tu as RPE 6, 7, 8, 9, j'en sais rien, mais au final, ton intensité moyenne, elle va te dire RPE 7 alors que c'est pas représentatif de la réalité. Donc, un autre élément, ça peut être regarder l'intensité pic, RPE pic, pour se situer un petit peu jusqu'où l'athlète est allé dans ce Hmm. bloc-là ou Un point que dans ce j'avais un cycle-là. peu perdu quand je parlais tout à l'heure, c'était vraiment le point du pourcentage de 1RM. Pour moi, c'est la première chose que je vais regarder quand je vais faire monter le volume sur un athlète. Pour moi, la métrique principale, c'est que si je vais le faire beaucoup répéter,
Si l'athlète se base uniquement sur de l'autorégulation, les résultats qu'on va avoir dans la programmation, si on lui laisse la liberté totale, c'est des intensités réelles qui vont trop souvent varier, quoi. Le mec, si je lui programme un 6x3, un 7x3, qui me fait la première série à 200, disons, et que la série d'après c'est 2,10, et que la série encore d'après il se régule et c'est 2,5, et qu'au final, sur cette série, il n'y en a que 3 qui sont au même pourcentage d'intensité, c'est un semi-échec pour moi. Je pense que quand on veut draguer de la progression via ce nombre de séries hebdo, c'est crucial d'abord, au moins dans un premier temps, si ce n'est tout le temps, d'avoir un contrôle sur le pourcentage d'intensité accru en fait. Et forcer un peu les athlètes parfois, quitte à sous-doser par rapport au RPE, à la limite mettre plus souvent des RPE cap, c'est-à-dire des RPE à ne pas dépasser sur le volume, euh, pour avoir des adaptations justement contrôlables, qualitatives, et qu'on évite ce mauvais côté, ça c'est mon point de vue, ce mauvais côté de programmer uniquement, de faire augmenter le volume en régulant par le RPE, qui est que bah, du coup ça va partir un petit peu dans tous les sens, les adaptations ne seront pas concrètes, et pour moi le volume, son vrai drawback, c'est on ne sait pas comment l'athlète va réagir un bloc après, deux blocs après. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un sport où il y a un phénomène inflammatoire, entre guillemets, des adaptations de force qui rendent les gens rigides, plus rigides, etc. Si on varie trop souvent l'intensité réelle, ça peut amener vraiment du chaos dans la programmation. Et ça, c'est un point sur lequel je reviens. Quand on fait du data tracking, le but, c'est d'éviter le chaos dans la programmation, c'est d'éviter de rentrer dans un accélérateur de particules qui nous fait partir dans tous les sens et où on ne contrôle pas l'avenir et surtout où on ne contrôle pas même le bloc qu'on est en train de programmer. Le but, pour moi, l'essence même du data tracking, c'est créer un bloc où on est sûr, en tout cas, on part du principe que l'athlète peut l'encaisser quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on en revient un petit peu à la notion de minimum effectif dans l'entraînement. Mais voilà, pour moi, le data tracking, ça revient vraiment au point de pouvoir au moins contrôler le bloc actuel et pouvoir faire quelques prédictions, en tout cas d'éviter le worst case scénario pour le bloc d'après, par exemple. Plus sain pour accélérateur de particules. Plus un Mec, il a placé, chapeau, il a chapeau. placé, il a... Non, mais je dirais que ça dépend. Je sais plus ce que j'allais dire, donc vas-y, Johan. Ouais, ça, ça c'est quoi, c'est une reviendra. table ronde, chacun se donne la Je voulais parole juste comme ça. casser. C'est terrible. Non, mais on parlait un peu plus Ah là enfin, là. on déviait largement sur l'intensité euh, en parlant du volume, Ouais. on déviait tranquillement vers l'intensité. Peut-être qu'on peut euh, se passer sur l'intensité de manière générale. Ouais, peut-être juste une petite question, si vous avez un petit cue à donner à nos auditeurs concernant les notions de minimum effectif et minimum récupérable dans l'entraînement. Comment, comme ça, du premier abord, on pourrait poser des bases là-dessus. Déjà peut-être sur le minimum effectif et après sur le minimum récupérable. Bah, le minimum effectif, enfin le volume minimal effectif, bah, c'est le volume minimal que au moins tu stagnes, tu régresses pas. Ça dépend, il y a des fois de définitions où il faut observer un progrès, au moins quel qu'il soit. Donc, je sais pas, ça peut être 2 séries pour certains, ça peut être Ouais. d'autres. C'est-à-dire que avec l'avancement de ta carrière, tu peux pas baser ton volume minimal effectif sur le progrès que tu vas faire. Sinon, à chaque bloc, là, c'est la surenchère et tu finis à 50 séries et puis t'exploses. Donc ça, c'est pas la bonne définition, mais la stagnation, c'est pas mal. En tout cas, c'est le volume euh, minimum en dessous duquel tu commences à régresser, ou en tout cas à perdre des repères, à perdre des sensations, et que tu te sens un petit peu perdu et tu te dis, oh là là, j'en fais pas assez pour juste me sentir bien sous la barre et avoir mes repères de performance. Il y a la notion d'effectif, donc c'est pour ça que je dis stagne ou progrès au moins. Sinon, c'est volume minimal Hmm. juste. Euh, Là, j'avais regardé un petit peu dans la littérature là récemment, j'avais fait un post dessus. Et c'est quelque chose que Dr Pack sur Instagram, il en parle beaucoup. Et ça C'est quoi, vient c'est de un lui, mec qui fait justement. des implants capillaires en C'est Turquie, le mec? C'est quoi ce bordel, le Dr Pack? c'est un mec il vend des fleurs, mec, au marché. Non, c'est un mec, un grec, mec, qui Ouais, c'est s'appelle bien ce que je dis. Patoulakis, je Ah, sais ça pas quoi. confirme ma Il a dit, théorie.
sur les... Ok. Non, et eux, ils définissent comme ça, en tout cas. Minimum, soit tu stagnes, soit. Je sais plus, honnêtement, Hmm. ça fait un moment que j'avais regardé. Et après, vas-y, je te laisse reprendre sur le Bah maximum après, pour recoverable. revenir juste sur le minimum effectif, enfin, juste pour donner des clés aux personnes qui nous écoutent, sans forcément le corréler à l'intensité, ce qui est un petit peu un challenge, c'est faire un petit retour en arrière sur les derniers blocs que vous avez effectués et voir un petit peu les moments, les points saillants où vous avez le plus récupéré, le plus progressé, voir un petit peu le nombre de séries que vous faisiez par semaine ici et essayer d'avoir un range là-dessus et limite sous-doser un petit peu pour le premier bloc. Enfin, en fait, pour moi, le volume minimum effectif, c'est un peu challengeant, surtout quand on onboard un nouvel athlète, c'est que c'est compliqué de le définir parce que finalement, c'est quelque chose qui se développe sur un long cycle, un macro cycle de développement en fait. C'est que c'est pas Ouais, le truc où je veux vous mettre en garde, c'est que c'est pas parce que vous avez passé 3 semaines à faire 12 séries sur n'importe quel mouvement et que vous n'avez pas forcément progressé que le bloc d'après vous n'allez pas progresser ça. avec ces mêmes incréments là quoi. Donc à la limite, partir du point de vue où on sous-dose un peu et se laisser de la marge de progression. Et c'est là où vous aurez vraiment, de mon point de vue, les bonnes données là-dessus. Mais il faut toujours partir sur un point de base. Et c'est comme. Ouais, Après, encore une fois, il faut le corréler, enfin, il faut le mettre en relation avec l'intensité. Parce que est-ce qu'en faisant 3 séries exact. à 60%, tu vas pas perdre en performance, alors que Bien si tu sûr. faisais à 80, Mm. RPE 9-10, et d'ailleurs, dans les études, ce qui ressort, c'est que tu peux au moins progresser un minimum en faisant pas beaucoup de séries, mais à une très haute intensité. Donc, s'il y a des périodes de ta vie où tu n'as pas le temps de t'entraîner et que tu peux faire que 3 séries par semaine, faites les RPE 10 et voilà. Mm. Arrêtez là. Il y a le mec Enfin, qui a une photo de profil de Audi A7 qui est en train de dire moi, ce que j'ai vu dans les études, non, parce que ce que vous voyez pas, c'est que David, là, vous allez le voir en facecam, mais nous, on voit juste une petite bulle avec une Audi A7 comme ça en photo de profil qui nous parle d'études scientifiques. C'est perturbant. Ah, laisse tomber, moi je parle à Inodi A7 et à Jesse Pinkman, là je suis... mec, Mais je lui parle pas à Jesse ça Pinkman, paye, c'est ça juste que je paye. suis allé me faire couper les cheveux par Babouchka, là, à Tallinn, et Babouchka, elle m'a fait une coupe de gitan russe, si ça existe. Et en tout cas, c'est à peu près à ça que ça se rapproche. Je dis mid-fade, ouais, ouais, elle a juste compris, fais-moi une frontière, fais-moi la frontière entre l'Ukraine et la Russie, s'il te plaît. Bombarde-moi tout ce que tu peux. Ah, c'est une folle. Elle m'a dit good, j'ai fait yeah, yeah, good, good. Et après, j'ai mis mon bonnet, tu vois. Bon, on parlait d'intensité du coup. Oui, bon, c'est vrai que je suis pas passé sur le minimum recoverable. Voilà, c'est assez simple, hein, de l'objectiver, le minimum récupérable. À partir du moment où vous commencez à vous péter la gueule au niveau système inflammatoire, où vous commencez à être trop raide trop tôt dans vos blocs, ça c'est un premier indicateur. Si vous vous sentez vraiment trop raide trop tôt dans le bloc, que vous développez des débuts de tendinopathie, etc., trop tôt dans un bloc, ça c'est un facteur d'alerte qui peut vous dire que vous avez potentiellement poussé le volume un peu trop loin. Après voilà, je vais vite revenir juste sur l'intensité parce qu'on ne peut pas décorréler le volume de l'intensité, les deux marchent ensemble. Donc on va passer un petit peu sur l'intensité. Déjà, première question, qu'est-ce que c'est réellement l'intensité dans un sport de force max? Alors, je me pignole un peu avec la question, j'avoue, mais c'est juste pour remettre un petit point de vue un peu plus général, parce que les gens en fait en force athlétique sont très basés uniquement sur la force athlétique. Normal, c'est un sport jeune, tout ça, pas forcément d'éducation sportive générale, mais il faut quand même comprendre il y a un range de force qui va de 0 à 100%. Chaque range traite une qualité. Donc qu'est-ce que c'est déjà l'intensité dans le sport qu'est la force athlétique? Voilà, vous avez 2 heures. Bah, pour moi c'est assez simple, c'est la proximité de l'échec. Que ce soit très basse rep range ou très haute rep range, que ce soit très spécifique ou pas du tout spécifique, c'est la proximité de l'échec qui va guider l'intensité qu'on a mis sur la série. Bah, on peut parler aussi de pourcentage, parce qu'au final, l'intensité, quand on parle d'intensité, ça me fait penser à pourcentage. C'est comme ça que c'est défini la plupart du temps. Mais en vrai, le terme intensité, on a cette notion ouais, de mec qui force, etc. Donc, ouais, on pourrait aussi lier ça. Clairement, hein, plus tu vas augmenter le RPE, plus ta série sera intense. Donc, logiquement, les deux vont de pair aussi. Ok, donc pourcentage de 1 RM, charge externe, c'est comme ça qu'on le définirait, selon vous? Voilà. Charge externe, charge interne aussi, le Eh bien, vous RPE. avez Ouais. faux.
Vous avez Et totalement faux. Il faut se baser sur les dés. Vous vas-y. lancez les dés comme ça, sur la table, et c'est Ah, comme ça qu'on d'accord, mais base l'intensité, les gars. Putain. C'est comme Oh ça, les là gars. Mais là. vous êtes cons, quoi. mais C'est mec, comme ça les mais gros, records mais de moi, France et les vice-champions d'Europe? Oh là Exactement. là là là. Tu lances les dés et tu mets, Putain. hop là, un c'est 12. Le ça la 12, c'est que stratégie, tu mec. ouvres déjà RPE 10 et après tu essayes d'augmenter petit à petit. Tu vois? 3 sur 9, parfait. Bon, c'est vrai qu'on a listé un petit peu Et- tout l'ensemble, tout l'ensemble. Maintenant, moi, c'est plutôt l'opposition pourcentage en RM et du coup charge interne, ressenti RPE que j'aimerais bien mettre en opposition. Je vous lance là-dessus. Bah, moi, je fais un distinguo entre ce que j'appelle, c'est mes termes à moi, hein, mais intensité objective et intensité plus subjective qui vont faire écho à, d'un côté, l'intensité objective, c'est le pourcentage pur de un RM et notre spécificité, donc vraiment sur des ranges de 1 à 3, ça va être plus la sollicitation vraiment nerveuse, l'intensité la plus proche possible de, de notre max 1 RM. Et je la mets en opposition avec l'intensité subjective, du coup, qui va faire appel à d'autres facteurs, euh, le stress métabolique avec des séries longues, avec des variations, peut-être avec des temps sous tension plus élevés, peut-être des BPM qui vont monter. Et ça, c'est une autre manière de mettre l'intensité. Et ça, selon les blocs, on peut le cycler. Et évidemment, le classique, c'est plus on se rapproche de la compétition, plus on cherche de l'intensité objective, qui se rapproche plus de la spécificité et de l'intensité d'une compétition. Et plus on est loin de la compétition, plus on fait beaucoup de répétitions, du temps sous tension, on va chercher à développer une capacité de travail, etc. Je vais aller plus loin dans ma question même. Euh, Entre pourcentage de 1RM et RPE, quelles sont les synergies qu'on peut y trouver et quelles sont les faiblesses qu'on peut trouver sur chacun des deux? Le RPE, les premières faiblesses que je vois, c'est propre à l'outil, hein, c'est la subjectivité. Donc, on peut facilement le biaiser en tant qu'athlète et on le voit souvent il y en a, ils veulent tellement progresser qu'ils vont dire là, je t'ai RP6, mais toi, quand tu compares visuellement avec les vidéos à d'autres barres en termes de vitesse, etc., tous les indicateurs que tu peux avoir pour un RPE, tu te rends compte que bon, c'est pas forcément un vrai RPE6. Après, c'est un avantage, mais c'est un inconvénient, mais les avantages du RPE, pour moi, ils dépassent un petit peu Ok. les inconvénients, dans le sens où, en, en théorie, encore une fois, t'es plus, tu contrôles un peu plus le stimulus. Tu vois, par exemple, le stimulus, ça va être quoi? Ça va être la proximité de l'échec d'une série, essentiellement, parce que bah, la- c'est lié, encore une fois, au pourcentage de 1 RM, hein. Tu définis une charge et tu dis soit à ce RPE-là ou à cette proximité de l'échec-là, c'est le stimulus, on va dire, la réponse de l'organisme elle va émaner de ce stimulus-là. Donc, alors que quand tu programmes uniquement en pourcentage, tu peux te retrouver avec des stimulus. Pourtant, sur le papier, tu te diras, oui, mais là, c'est toujours le même pourcentage, ou alors on augmente progressivement, etc. Mais le stimulus, il peut différer. Après, encore une fois, ça dépend des méthodologies de chacun. Donc, moi, là, je parle dans l'idée où ta méthode, c'est répéter le même microcycle et essayer d'en observer la Hmm. réponse. Bah, bon, c'est vrai que la question est un peu dans la réponse, mais pour moi, l'avantage objectif du RPE, c'est vraiment se baser sur le fait qu'on est un organisme vivant en mouvement perpétuel et qui a besoin du coup de cette autorégulation-là. Donc ça, c'est l'avantage. C'est aussi l'avantage de pouvoir call un petit peu, de pouvoir prévoir plus facilement les périodes de progression. En fait, je pense que le pourcentage 1RM, il a été un petit peu suranné à un moment, notamment par rapport aux méthodologies du sport qui était le plus proche de la force, qui était D'accord. l'haltérophilie, où il y a une nécessité de programmer le pourcentage de 1RM, peut-être même encore plus de manière précise, sachant que les marges de progression sur les mouvements les plus spécifiques d'haltéro sont faibles et que le couperet peut tomber assez vite. Et que là, pour le coup, c'est compliqué d'estimer un RPE quand tu as des mouvements dynamiques comme ça. L'avantage que propose le RPE, c'est de pouvoir un peu call ces périodes de progression, pouvoir les objectiver facilement, avec un repère qui peut être juste visuel sur de la vitesse de barre, un repère qui peut être des ressentis internes. Et c'est là que cet outil-là est un petit peu magique, entre guillemets, en force athlétique. C'est que ça permet d'objectiver une période de progression. Et du coup, à ce moment-là, tu peux recorréler ça avec ton ancien E1RM et essayer de faire une petite marge là-dessus, pouvoir objectiver, voilà, est-ce que le mec progresse, est-ce que le mec progresse pas,
et voir si la dynamique tient et si à la fin ça se constate sur vraiment un nouveau PR, que ce soit en 1RM ou quoi que ce soit, mais qu'on dépasse notre E1RM ou notre 1RM. Ça, c'est vraiment le gros avantage du RPE. Maintenant, le RPE, il a des faiblesses fortes aussi, de mon point de vue, parce qu'en fait, là où il va avoir une vraie pertinence, ça va être à la plus haute intensité. Alors quand je parle de plus haute intensité, j'en reviens à mon petit point sur le range d'intensité de 0 à 100%, c'est que c'est sur les extrêmes extrêmes hauts où il va avoir une grosse pertinence parce qu'en fait, ce qu'on veut en force athlétique, c'est donc de la force max, donc développer un standard à haute intensité. Et donc pouvoir corréler à un RPE 6, je le ressens comme ça ressemble à ça. Un RPE 7, je le ressens comme ça ressemble à ça. Et pouvoir faire ce travail au fur et à mesure des blocs de voir à quoi ressemble un 93% et pouvoir corréler les deux ensemble, ça c'est vraiment ce qui fait la synergie, je pense, du 1RM et du 1RM, du pourcentage de 1RM, pardon, et du RPE. Maintenant, le point que je veux mettre en avant, c'est que le pourcentage du 1RM, c'est quand même avec lui qu'on crée notre inertie de base. C'est obligé de se baser dessus pour construire notre gros du volume. Enfin, c'est obligé. En tout cas, je le conseille fortement pour avoir quelque chose de traquable au long terme. C'est de se baser dessus pour la majeure partie de notre création d'élan dynamique dans le bloc. C'est comme si je reviens au l'exemple du 6 Oui, je 3 suis d'accord. où enfin, tu peux pas utiliser uniquement l'autorégulation là-dessus. Il faut quand même développer des choses qui sont stables. C'est chercher de la stabilité dans ce développement-là. Donc, synergie et en même temps un petit peu antagonisme de temps en temps si on l'utilise en fait sur les mauvais formats. On en revient sur les formats, top set, straight sets. Euh, c'est un petit peu l'opposition entre les deux où je trouve qu'il n'y a Ouais. pas du tout la même utilisation entre le RPE, le pourcentage de RM, sur ces deux points-là. Je vous En, laisse la main. en- en soi, pour moi, je ne vois pas vraiment. Bon, je sais que ce podcast, c'est sous-coté, sur-coté, donc forcément, il y a des oppositions. Mais je vois plutôt ça comme bah, quel outil je vais utiliser par rapport aux caractéristiques propres à mon athlète. Moi, ça m'arrive, hein, depuis tout à l'heure, je prêche pour le RPE, on dirait que je fais que ça. Mais ça m'arrive de programmer des pourcentages de E1RM, comme ça m'arrive de programmer des straight sets ou des top sets RPE, top set back-off, pardon. Donc finalement, je pense que la partie un peu difficile, ça va être de déterminer quel outil je vais utiliser, qu'est-ce qui est le plus approprié à cet athlète-là, plutôt que d'avoir cette approche par défaut, même si on a tous une approche par défaut, et moi, ça serait plutôt celle du RPE, euh, contrairement à vous qui est plutôt une approche en pourcentage. Mais voilà, la partie un peu difficile, ça va être de se dire, bon, ok, là, mon athlète, bah, top set back-off, ça fonctionne pas avec lui parce que il est RPE, voilà, c'est pas trop son truc. Soit il aime pas ça, soit il overshoot tout le temps, peu importe la raison. Et derrière, bah, on va essayer de lui faire quelque chose avec par exemple des straight sets, quelque chose un peu plus stable, on va dire, et observer un petit peu ce qui se passe. Donc souvent, moi, ce que j'évoque en ce moment, c'est beaucoup Hmm. des raisons psycho derrière ça, parce que finalement, un top set, un back-off, le mec il fait ses 4 séries dans tous les cas avec une intensité moyenne, c'est à peu près la même chose. Je sais pas si ça fait vraiment une différence, si ce n'est psychologique, de se dire, ok, là, j'ai pas de top set, donc je peux rester concentré sur toutes mes séries si c'est du straight set, Hmm. etc. Mais enfin, j'insiste, ta remarque, elle n'est pas du tout secondaire. C'est vraiment là où on veut en venir sur le data tracking, c'est que ça doit supporter l'individualisation quoi qu'il arrive. Donc c'est pas du Ça, tout ouais, secondaire ta exact. remarque ici, c'est même central. C'est que le data tracking doit servir, globalement les données qui émergent de la programmation doivent servir sur quels axes on va travailler. C'est pour ça que je mets en garde sur l'aspect trop méthodologique, trop tel coach je vois qui prog à peu près comme ça, tel coach je vois qui prog à peu près comme ça, alors qu'un bon coach il est capable de s'adapter au profil de l'athlète, que ce soit le profil un peu psycho slash environnemental ou que ce soit la partie très concrète en somme. Enfin vraiment là ta remarque elle est pas secondaire de ce point de vue là. Yo, tu voulais intervenir? Non, pour dire que bah, ça dépend de la capacité de la tête à bien utiliser le RPE. En opposition avec le pourcentage où on a une charge fixe et il n'y a pas à réfléchir, à se poser de questions. Il y a des biais dans l'utilisation du RPE. Est-ce que l'athlète il prend tous ses straight sets et il les traite comme des top sets et à chaque fois ça doit être la guerre pour arriver à son RPE 7 sur toutes les séries. Dans ce cas-là, on va enlever le RPE et programmer des charges fixes. Ou à l'inverse, est-ce que le top 7 ça finit toujours en oui, regarde, ça a bien bougé, c'était RPE 7 alors que le mec a 11 secondes de grind.
Et dans ce cas-là, on va programmer des, en pourcentage et en charge fixe. Et je veux dire que ça peut être à la fois individualisé à l'athlète, mais aussi à l'intérieur d'une même semaine, on peut avoir différents formats qui sont soit en charge fixe, soit en RPE, en fonction de l'utilisation du RPE dans certains contextes. Typiquement, le contexte où on va avoir une programmation avec jour primaire, Mm. enfin, premier jour, jour secondaire, etc. Bah, typiquement, en jour secondaire, pour moi, je vois bien enfin, ce qui me paraît logique un petit peu, c'est de mettre des straight sets à intensité moyenne, histoire de faire un jour peut-être entre deux squats dans la semaine, par exemple, qui va favoriser la récupération, voilà, où il y aura moins d'intensité que dans... Et dans ce cas-là, pas forcément besoin de faire appel à l'autorégulation. Ouais, Voilà, c'est Bah, ça. Ouais. je suis d'accord. en fait, c'est toujours l'idée de est-ce qu'on doit caper notre athlète sur certains formats ou même juste sur l'ensemble de ces formats, est-ce qu'on doit le caper ou est-ce qu'on doit lui laisser plus de liberté ou même le pousser à aller plus loin, à cibler un RPE. Moi, le vrai avantage que je vois d'un RPE, c'est que ça nous permet de développer des standards spécifiques forts. C'est lui laisser cette marge d'erreur aussi, notamment sur des top sets, top single, doublé, etc. De pouvoir le laisser développer un vrai standard et savoir se jauger, savoir la marge qu'il a entre un 8 et un 10. Mais même à ce moment-là, c'est central aussi pour évaluer sa technique. Parce que si on le fait farmer uniquement en pourcentage, un RM précis, tout le temps et souvent un peu en sous-maximal, on va dire à moins de 90%, on n'aura jamais vraiment le bout du bout de ce qu'est le standard de l'athlète quand il est face à la spécificité maximale qui est bah, du coup le top 7, le top single. Donc pour moi, le top 7, il a vraiment vocation à aller développer des standards et évidemment bah, juger, jauger l'athlète dans sa capacité la plus spécifique. Mais encore, je ne parlerai même pas de capacité à ce moment-là. À l'inverse, tout ce qui va être série à charge fixe, straight sets, donc version française, euh, l'idée ce sera plutôt de développer l'accumulation, développer des adaptations fortes sur des rep range précis, mais c'est peut-être pas forcément toujours là où on va pouvoir jauger la spécificité la plus forte de l'athlète. Même si Ouais. pour moi, à un moment, que ce soit sur un bloc de développement élevé ou que ce soit sur un bloc de pré-compétition, de compétition, l'idée à un moment c'est aussi d'aller challenger ces straight sets aussi. C'est là où j'en viens au point où moi je suis un peu pas mal volume based dans le sens où si on arrive à pousser un athlète sur un 95%, 93% sur des doublés, finalement on aura peut-être même encore plus de données intéressantes que si on le mettait sur un top single, top doublé, sur un RPE 9, un RPE 10. Si on arrive au fur et à mesure du temps à l'amener sur ce genre de format, qu'il l'encaisse bien, qu'il y a une stabilité dessus, et ça retient beaucoup plus de valeur que bah, le single qui va se répéter deux ou trois fois dans la semaine aussi, quoi. Après, tu as soulevé un point tout à l'heure qui est l'intensité aussi. Le fait de caper un RPE quand tu as une intensité assez élevée, je pense que ça a plus de sens quand tu as un Hmm, pourcentage faible. Parce que finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de se dire, là, j'étais à 5 ou 7 reps de non, l'échec sûr. quand tu es loin de l'échec, alors que quand tu es proche de l'échec, bon, on va dire que faut être précis à plus ou moins, au moins plus ou moins une répétition, on va dire. Par exemple, si tu as le rep de l'échec que tu notes RPE 7,5, on va dire que ça va. Maintenant, si tu commences à noter RPE 6, voilà, c'est dérangeant. Mais à ce niveau-là, il y a aussi la question de l'intensité. Et après, je pense, ce qui est, en fait, pour moi, derrière le format top 7 back-off, il y a cette notion que les back-off, ils vont driver la réponse. Et le top 7, il va plutôt être là Répondre à la pour question. être un indicateur de, c'est ça, être un indicateur de, bah, est-ce qu'il y a un progrès, aussi de pratiquer sur des hautes intensités, etc., comme tu disais, la spécificité, quoi. Et d'ailleurs, ce qui ressort là récemment, hein, je vais encore faire mon Vas-y, Audi Jean A7. PubMed, Dis-nous ce que mais tu as vu sur PubMed. ce qui- ce qui ressort récemment, c'est que bah, pour les gains en force, pas en hypertrophie, les gains en force, parce que c'est différent aussi maintenant, c'est que les intensités moyennes seraient plus productives, entre guillemets. Donc on va se mettre, on va dire, quelque chose comme RPE 6 en moyenne. Donc à ce moment-là, faire un top 7 RPE un peu 8, 9, j'en sais rien, avec des back-off un peu moins intenses, ça a du sens et au final, on va dire que ça minimise les coûts par rapport à un straight set où par exemple tu vas faire un straight set RPE 8 tout le temps. Là, tu vas avoir juste un top set. Après, voilà, il y a aussi ces inconvénients où tu vas avoir un athlète et ça arrive souvent en pratique. Moi, je l'observe que le mec donne tout sur le top set
Et derrière, il t'envoie des séries de back-off, la technique, elle ressemble plus à rien, il a plus l'intention, elle y est plus, etc. Donc ça, moi, c'est pour ça que je suis d'accord, enfin, je suis partisan de garder les deux outils dans sa Ouais, toolbox. donc c'est clair. Même si moi je mettrais peut-être plus volontiers l'outil straight sets en avant. On va se taper, André, Mais on attends, va se taper. le Sois mec, d'accord je avec le moi, vois, mais il fait des 2 x 3 à toutes les séances et il me dit, moi j'utilise les straight sets, je suis comme vous. Je rigole. Je rigole. Moi en ce moment je peux pas faire beaucoup plus de 2 séries. mec, j'essaie de m'intégrer. Euh, oui, réponse, oui. Non, mais je pense on a fait un petit peu le tour sur l'intensité. Maintenant, c'est que de la même manière qu'on a parlé de minimum d'effectif, de volume minimum effectif et de récupération au niveau du volume, est-ce qu'on peut poser la question de l'intensité minimum effective et de la récupération par rapport à l'intensité aussi? Est-ce qu'on peut le quantifier un petit peu de la même manière que le volume? Vous pressez pas, on a le temps. Je vois que Johan, il est chaud là pour répondre. Il fulmine. Oui. Non, Mais Bah, oui, j'aurais c'est dit oui clair. aussi, hein. Mais oui, Non, c'est mais clair. après, en fait, c'est là où l'individualisation elle prend le pas sur tout le reste. C'est que pour le coup, je pense qu'on parle encore plus d'impact physiologique quand on parle d'intensité que quand on parle même de volume. C'est-à-dire que tout dépend le profil de l'athlète, tout dépend son niveau d'avancement au niveau performance, hein. Quelqu'un qui fait 66 kg, 250 au squat et quelqu'un qui fait 66 kg, qui fait 105 kg et la même charge, l'impact physio ne va pas être le même. Ça, c'est déjà un premier point à prendre en compte quand on prog de l'intensité max dans la programmation, c'est l'impact que va ressentir l'athlète au niveau juste structurel, hein, donc muscles, tendons, etc. Ça, c'est peut-être le point de la récupération. Euh, Maintenant, le minimum effectif, évidemment, ce sera basé sur le volume aussi, mais le minimum effectif, il est vrai qu'il y a des périodes quand même qui sont plus promptes à aller chercher de l'intensité max quand même. Euh, donc effectivement, peut-être qu'il y a un petit peu moins de corrélation entre le minimum effectif pour l'intensité et pour le volume de ce point de vue-là. C'était juste le point que je voulais mettre en avant. ouais, c'est-à-dire, Ah, forcément, c'est-à-dire que vas-y. l'intensité, c'est un indicateur qui est beaucoup plus sensible, à mon sens, aux réponses qui vont y avoir derrière. Si tu augmentes de 3% ton intensité moyenne, il se peut que ton athlète crache ou qu'il commence à avoir des douleurs qui peuvent être difficilement renversables, ou en tout cas on peut, ouais, Réversible. réversibles. Voilà, merci David. Alors qu'avec le volume, bon, tu augmentes de 5 séries, l'athlète ne tient pas ou régresse ou que sais-je, bah, la semaine d'après, tu mets moins de séries et puis c'est fini, quoi. Je veux dire, tu peux repartir sur des bonnes bases une semaine après, quoi. Ouais, bah, je suis d'accord. Et ben, pour rejoindre ce point-là, souvent quand on a des douleurs, ce qu'on va faire en premier, bah, ça va être de réduire l'intensité. Bon, je sais qu'à une période, on disait, ouais, maintenant l'intensité réduisait le volume. On se retrouvait avec des athlètes Mm. blessés qui faisaient des top 7 RPE 9. Bon, je pense que ça n'a pas trop montré Ouais, de ça c'est résultats. super Les intéressant. les gens, ils ont abandonné. Mm, Mais oui, clairement, l'intensité, bah, c'est ce qui va driver la réponse au final, hein, parce que la réponse en termes de gain de force, c'est pour ça qu'on augmente aussi l'intensité au Et fur et à la mesure. réponse au niveau physiologique par la même. Un point très important que tu soulèves, je ne veux pas juste faire de bis repetita, mais je veux juste insister sur ce point-là. Quand il y a douleur, faut driver la chose par l'intensité avant même de toucher forcément au volume, même si les deux, on peut y toucher selon à quel point on est atteint au niveau physique. Mais pour prendre un cas précis, si vous êtes en préparation, vous êtes au pic de votre préparation, vous avez des petits problèmes qui peuvent arriver, qui arrivent très souvent d'ailleurs sur les moments de préparation les plus intenses. Euh, Justement, faire un petit pas de côté au niveau de l'intensité, allez, on va dire sacrifier son top 7 au profit d'un travail un peu plus qualitatif sur le volume pour ne pas sacrifier en fait cette capacité de travail spécifique. C'est la chose la plus précieuse qu'on a développée pendant des blocs et des blocs pour arriver à ce bloc de compétition. Et finalement, en bloc de compétition, si on devait vraiment résumer, on puise un petit peu dans cette capacité à exécuter de manière la plus spécifique. Et on, si on maintient l'intensité sans entretenir le volume alors qu'on a des petits désagréments au niveau de l'entraînement, on prend ce risque justement de continuer à puiser
dans cette capacité à l'épuiser euh, en enlevant la partie qui l'entretient sur ce bloc-là. Puisque les blocs d'avant, le volume il a plutôt construit. Sur ce bloc-là, à la limite, il entretient la dynamique, il supporte encore plus l'intensité. Et si on fait ce pas de côté sur le volume et qu'on ne fait pas le pas de côté sur l'intensité, là, on prend des risques. Et ça, c'est un choix crucial que vous allez tous y avoir à faire. C'est est-ce que je baisse plutôt mon volume? Est-ce que je sacrifie, là j'ai des petites douleurs inflammatoires, est-ce que je sacrifie mes 3 dernières séries de l'entraînement pour pouvoir être primé sur ma prochaine séance? Ou au contraire, est-ce que je fais un pas de côté sur l'intensité pour faire mon volume, prendre moins de risques? Et voilà, ça c'est une question fondamentale à laquelle vous allez être tous confrontés à un moment quand vous allez vous préparer. Et si je peux vous donner un conseil, allez plutôt voir du côté de l'intensité, faire un pas de côté, je sais pas, en semaine 2, en semaine 3, plutôt que faire des sacrifices sur le volume qui, lui, va entretenir votre dynamique. Bah, encore une fois, hein, on peut, bah, c'est l'intérêt de traquer ces datas, hein, c'est bah, de tester des choses, d'émettre des hypothèses et éventuellement bah, tirer je pense qu'on peut jamais tirer de conclusions formelles quand on est coach, parce qu'on n'est pas dans un environnement contrôlé. Bon, c'est difficile, mais on va dire que l'accumulation de données sur les mois et les années te donne un peu plus de confiance en certains formats, certaines méthodologies entre guillemets, que dans d'autres. Et bah, c'est utile pour les douleurs. Je pense qu'on peut aussi trouver des athlètes qui ont juste réduit le volume et leurs douleurs sont parties. On trouve toujours des exceptions, de toute façon. Tu me diras, oui, l'exception qui Pas confirme la tant, règle, c'est pas ça que etc. j'allais dire, Je suis hein, d'accord, mais il faut comme. c'était plus sur le point. Enfin, comment tu sais que c'est ça qui a. Non, non, T'allais pas du tout. m'insulter. Alors, pas du tout, ça c'est T'allais en privé que je m'insulter, mec. t'insulte déjà. Vas-y. Non, pour reprendre les propos de David Lamborghini, ça fait Vas-y, 10 monsieur minutes que j'ai Pinkman, envie de on la caser. t'écoute. Euh, Monsieur homme violet. c'est rose, Pink. Putain. Merde. Ouais, alors moi je lis des trucs sur PubMed tout en anglais. En fait, depuis le début, je bite rien à ce que je lis, mec. Alors j'ai cru lire entre deux Non, lignes sur l'abstract sur un mot miroir. c'est une feinte, j'ai mis David Strand Development, mais je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Il a écrit strength Je avec sais le pas, H gros. avant le T, enfin bref. Il y en a plein qui l'ont Je, fait. Il y en a plein qui l'ont fait. je sais, mec. Je sais. Ah, si vous parlez pas anglais, les gars, restez en France, hein. De toute façon, maintenant il y a du contenu en français, hein. Ouais, je vais Bon, continuer du le coup, j'ai français. perdu ce que je voulais dire là-dessus. Euh, Est-ce qu'on passe sur le point un petit peu de la spécificité? Là, on va parler un petit peu plus de choses, d'outils un petit peu plus type variation, rep range, et ensuite on enchaînera sur des modèles qui sont peut-être un poil plus complexes. Je ne veux pas passer trop longtemps dessus, mais tout ce qui est stress index et les outils corrélaires type VBT, etc. Voilà pour la deuxième partie du podcast. On attaque avec la spécificité. Déjà, 2 points sur la spécificité. Bon, évidemment, il y a le pourcentage d'intensité, mais on en a déjà parlé trop longtemps. Donc, je veux surtout parler du rep range et de la variation, des variations dans l'entraînement. À quel point on doit être spécifique sur le rep range et sur notre standard d'exécution. Donc, typiquement les variations de votre point de vue, les gars. Bah, Je pense Vas-y, que. David, vas-y. J'y vais, allez, j'y vais. Je pense que la spécificité, ça peut être un piège parfois où on va se dire, bon, plus je me rapproche d'une compétition, plus je dois faire du x1, par exemple. Mais on remarque, force est de constater encore une fois, que certaines personnes arrivent à une compétition s'étant préparées essentiellement avec des x5, x6, même des x8, j'ai déjà vu, et qui font des bonnes performances ou des all-time pairs en compétition sans avoir fait une seule single de tout le bloc. Donc, en soi, oui, la spécificité, la définition, ça va être bah, de se rapprocher le plus de ce que en compétition. Donc, mais je pense que ça emmène quand même des pièges derrière. Bah, encore une fois, que tu peux éviter en traquant les datas, ou en tout cas que tu peux détecter en traquant les datas, qui sont que bah, tu n'as pas forcément besoin, en tout cas peut-être à terme, quand tu avances dans ta carrière, de single, etc., pour performer en compétition. Donc pour le côté reprendre, je dirais, attention, ça dépend. Non, moi, je dirais plutôt que en général, évidemment, tu vas toujours trouver des exceptions, mais
que les formats assez spécifiques de 1 à 5 sont sur le long terme les formats qui Ouais, t'amènent le plus de progression en règle générale. Ah. ouais, je suis Après, d'accord. pour, Ouais, je pour suis sur d'accord. la spécificité en termes de variation, pareil, hein, plus on va passer du temps proche de son standard, plus vous allez progresser. Mais ça, j'ai envie de dire, peut-être peu importe la méthodologie que vous choisissez, que ce soit des x8 avec des 3, 4, 0, etc. Tant que vous suivez vos variables d'intensité et de volume sur cette variation ou sur ce format et que vous arrivez à partir d'un point A, faire progresser ces variables et arriver à un point B, vous allez progresser. J'ai envie de dire, peu importe si vous voulez mettre du squat sur une jambe, que vous gérez bien vos variables, vous allez progresser. Maintenant, c'est Ouais. le temps que vous allez passer spécifique à la compétition, il faut quand même avoir des repères techniques, un pattern qui est fiable sur des très hauts pourcentages d'intensité objective ou réelle, en tout cas proche du pourcentage de 1 RM. Vous allez quand même avoir un certain nombre de repères, ne serait-ce que mental, technique, un niveau de fiabilité sur votre mouvement. Euh, ouais, ça, il faut quand même le traquer et avoir des données dessus avant de vous lancer sur une compétition où vous allez faire un RPE 10, quoi. Ouais. Pour... D'abord, je vais peut-être revenir sur le rep range de mon côté. Il y a quand même beaucoup d'études qui soutiennent le fait que entre le stimulus sur une rep, deux reps, trois reps, voire même quatre reps, au final, en termes d'adaptation, on est vraiment très proche. Donc ça, c'est un point que je veux mettre en avant, c'est que vous n'avez pas besoin que de singles dans votre programmation pour être spécifique. Ça, c'est déjà le premier point. Des doublés, des triplés, voire même des quadruplés, de ce qui ressort de la science et aussi du côté pratique, les adaptations vont être assez proches en réalité sur ces rep range là. Ça se vérifie quand on prog, notamment quand on utilise beaucoup de straight sets et donc on utilise beaucoup le facteur de volume. Bah, en fait, on se rend vite compte que amener, comme je disais tout à l'heure, amener un mec à finalement faire un 6x2 à 95%, 90% même de son ancien RM, bah en fait ça apporte beaucoup de valeur et au final on est sur un standard spécifique. Il n'y a pas besoin d'être sur un top single ou un top doublé pour développer ce genre d'adaptation et dire qu'on fait du spécifique. Là où on s'éloigne peut-être un peu plus du spécifique, sans parler du coup des rep range qui sont largement individualisables, je continue sur les rep range du coup, mais on a quand même des athlètes aussi, selon les standards d'exécution technique, qui vont progresser avec même des rep range qu'on peut considérer comme hauts, même que ce soit en phase de développement ou en phase entre guillemets de peaking, des athlètes qui supportent très bien et qui vont continuer à progresser avec des rep range qu'on dirait plutôt élevés, 4, 5, 6, peut-être même parfois plus. On le voit souvent avec les athlètes qui ont des restrictions d'amplitude liées à leur technique. On parlait d'un sumo ou d'un bench avec beaucoup d'arches, etc., une morphologie favorable. Non, le point euh, saillant sur la spécificité, c'est peut-être l'utilisation de variations. Et là, on entre dans un domaine glissant, puisque Yep. là, clairement, je trouve que l'opposition principale, en fait, elle se fait même pas tant sur l'utilisation du volume, elle se fait même pas tant sur l'utilisation de l'intensité. C'est les deux types de coach, c'est variation based pour développer le momentum. Il nous fait un podcast de Ouais, vas-y. 2010. Il y a plusieurs types de coachs. Mais lui, je vais l'enculer, c'est pas possible. Je vais partir de Tallinn, je vais débarquer à Montpellier, hein. C'est pas possible. Le mec, il est là, il me coupe pour dire de la merde comme ça. C'est sans vergogne. C'est même pas genre je te coupe, je vais dire un truc comme ça. Non, non, je vais faire ma blague. Bon, Je suis du coup, mort. je disais, on a peut-être une opposition qui est encore perceptible maintenant et qui était encore plus perceptible avant entre j'utilise beaucoup ma position de compétition de référence, j'entraîne au plus possible ma position de compétition et j'entraîne la plupart du temps des choses qui vont autour de cette position de compétition. Donc que ce soit avec des variations auto-limitantes, pause, tempo, ou que ce soit avec des changements de position de barre, de setup, tradi versus semi-sumo, high bar versus low bar, etc., etc., close grip, tout ça, tout ça. Bon, déjà, c'est quand même largement individualisable par rapport au mouvement et par rapport à la technique de la personne, hein. Quand on a affaire à un mec qui a 4 cm d'amplitude, c'est sûr qu'un close grip, bah, ça aura des gros bénéfices dans l'accumulation de momentum. Mais pour partir de la personne générale, il y a quand même cette opposition entre je fais un bloc de high bar, enfin je fais une phase de high bar, ensuite je fais une phase de pause, et ensuite une fois que j'arrive sur la période de compétition, là je lui mets du comp.
et le modèle peut-être un petit peu inversé à l'extrême opposé, où on est tout le temps sur le développement et la recherche d'avoir un pattern de comp toujours plus entraîné, adapté, etc., etc. Si je devais prendre une stance là-dessus, parce que c'est quand même un peu le but du podcast aussi, c'est pas juste de dire ça dépend, n'est-ce pas? C'est que globalement, quand on met trop de variations dans son entraînement, quand on cycle trop avec la variation, quand on surrun, surrun ça existe en français, je sais pas. Quand on surutilise l'outil de variation pour développer du momentum, en fait, c'est un petit peu comme si on crée un peu de chaos dans la programmation, en fait, au final. Parce qu'on change perpétuellement les repères de l'athlète. On ne sait pas exactement si on développe vraiment des vrais standards. Et surtout, la limite, c'est vraiment le développement de résilience sur le mouvement, en fait. On peut retrouver souvent des cas où l'athlète, une fois qu'il a passé 4 semaines en intensité élevée sur son mouvement de comp, bah, il se retrouve mort parce qu'il a passé beaucoup plus de temps à développer des patterns un petit peu trop différents. C'est des pourcentages qui sont faibles en réalité, c'est 3, 4, 5% d'adaptation en plus. Mais je pense qu'il y a un range à avoir entre toujours passer sur un pattern de comp précis et passer 90% du temps à développer des trucs autour en fait. Je pense qu'il y a un range à avoir entre les deux. Voilà, ça c'est ma partie où je finis en disant ça dépend. Mais vraiment la limite qu'il va y avoir sur l'utilisation trop récurrente de variations de mon point de vue, c'est en fait le fait qu'on s'adapte pas tant que ça en fait à notre mouvement de comp et qu'on prend le risque si on passe pas assez de temps à développer ce mouvement de comp à le rendre un petit peu moins résilient et à pouvoir l'exploiter un petit peu moins longtemps, un petit peu moins élevé. Et le drawback, bah, ça va être du coup une saturation plus rapide sur le mouvement de comp. Qu'en dites-vous? Ça soulève la Et moi, je question soulève ta finalement mère. de Voilà. pourquoi on met cette Parce que... variation. ouais, ouais. Vas-y. Ça tourne mal. Ouais, ça soulève la question de quel daron on soulève en fait. Ah non, pardon. Non, en vrai, bah, de pourquoi on met la variation. Est-ce que c'est pour le côté adhérence? Est-ce que c'est pour le côté correction technique? Est-ce que pour le côté auto-limitant, etc. Donc, en théorie, le plus spécifique, c'est le mieux. Après, en pratique, attention, Oui. ça dépend. Non, mais le point que je veux vraiment mettre en avant, c'est que l'idée quand même de construire une prog, c'est de construire quelque chose qui est le maximum contrôlable. Et quand on prog volontairement des blocs qui ne se ressemblent pas tant que ça en fait, et que le seul fil conducteur c'est bah là c'est plus ou moins loin de son standard de compète, et là on se rapproche du plus en plus de son standard de compète, en fait on oublie un petit peu les points d'impact physiologique. Enfin, en tout cas au moins il faut les prendre en compte. Enfin, je veux dire, entre 12 séries en tempo 4, 5, 6 secondes et même 8 séries en comp, on n'est pas du tout sur le même, ou plus de séries en comp, on n'est pas du tout sur le même impact physio. Et pour moi, ça rajoute un peu trop de notions incontrôlables. Moi, je continue hein, sur mon petit point, mais l'idée, c'est de faire quelque chose de contrôlable. C'est de profiter aussi d'utiliser les blocs, dont l'idée principale, c'est de pouvoir faire un ratio entre spécificité, non-spécificité, capacité de travail générale et spécifique, et de faire bien ce ratio pour que ce ratio-là, il évolue de manière contrôlée entre les blocs, en fait. Ça, c'est important. Et faire des blocs uniquement basés avec euh, trame principale, trame secondaire, les variations, et si j'ai le temps, une trame tertiaire avec du comp. Encore une fois, on prend entre guillemets un risque du point de vue adaptation. Ce que je veux dire, c'est que les variations, malheureusement, elles sont peut-être encore, souvent dans leurs limites, elles sont peut-être encore moins contrôlables que passer du temps sur son mouvement comp en fait. Alors que de prime abord, on se dit, je mets des variations, je prends moins de risques. Bah, pour revenir au thème du podcast, je pense que dans la plupart des cas, les variations, c'est surcoté, euh, surtout par les débutants. Je pense qu'il y a quand même une période quand tu es débutant où tu as beaucoup besoin d'être sur du spécifique, pas du ultra spécifique, SBD, etc. Mais quand même, on va dire que allez, 50-60% de ton travail, tu as beaucoup de choses à apprendre avec des cues, etc. Mais quand même, évidemment, avoir quelques variations peut aider. Et les variations, je pense qu'elles vont surtout être intéressantes dans une période un petit peu intermédiaire où tu commences à maîtriser techniquement, enfin, tu as fait ce que tu avais à faire sur tes compétitions. Et derrière, tu vas développer, peut-être tu vas corriger certains aspects, tu vas optimiser ta technique, etc. Et peut-être quand tu reviens vers un niveau un peu plus confirmé, là, les variations, elles ont peut-être un peu moins d'intérêt, si ce n'est pour le côté peut-être adhérence,
Ou alors tu as remarqué pendant tes années intermédiaires que quand tu faisais cette variation-là, ça avait tendance à, entre guillemets, transférer, enfin, entre guillemets, aider à progresser sur ton compte. Donc, moi, je le vois un petit peu Mhm. comme ça aujourd'hui. Ouais, je suis un petit Je peu dirais que moi, partagé là-dessus. les, Vas-y. non, les variations, je pense que c'est surcoté comme si on les utilise comme on l'entend le plus aujourd'hui. Tu as tel problème technique sur ton squat, bah, tu vas prendre telle Ouais. variation. Mais par contre, c'est sous-coté dans l'exploitation d'un momentum plus Ah, je général suis et pas d'accord. d'élévation des... Ah, je suis pas d'accord. Vas-y, continue. Comment ça, vous n'êtes pas Continue. d'accord? Continue. Regarde, dans le traitement des ratios de force, par exemple, passer du temps, par exemple, avec un squat low bar, avec beaucoup de hinge, beaucoup en chaîne postérieure, bah, passer un peu plus de temps avec un high bar, qui va être, on va exploiter beaucoup plus de flexion de genoux, plus d'amplitude, etc. C'est des- des choses qui vont nous permettre de lancer un momentum à plus basse intensité réelle et qui vont nous permettre d'exploiter un potentiel athlétique plus élevé, en tout cas. Et ça, dans ce sens-là, je pense que c'est un peu sous-coté. Ouais. Écoute-moi bien, Jérôme Roten. Barcola, il a de la mousse dans les jambes. Hein, les variations, c'est Barcola au PSG, mon pote. Il est souvent devant les cages, mais il tape jamais au but. Ok. Bon, Wow. ce que je veux dire, c'est que je suis partagé sur l'initiation de momentum via les variations. Je vais peut-être revenir juste sur le point de David. Donc, David, tu nous disais pas tant d'intérêt que ça sur la base du débutant, euh, pas d'intérêt sur la base de l'intermédiaire et non, un fort intérêt du coup sur la base de l'intermédiaire Non, et moins d'intérêt sur la base de l'avancée. C'était ça. Ok. ouais, voilà. Juste pour reprendre dans l'ordre chronologique, du coup, sur le débutant, au final, le débutant, je trouve que tu es obligé à un moment ou à un autre de traiter des variations dans son entraînement, bah, juste déjà pour développer le pattern de comp. Parce qu'on Mm. on part sur un range où on ne sait pas à quel point le mec il va pouvoir soutenir un grip plus ou moins écarté, une barre plus ou moins basse, un tradi, un sumo. Donc, dans ce sens-là, les variations. Ouais, Pour moi, ça, c'est déjà un intermédiaire quand tu te mais poses ces questions-là. Moi, un débutant, je te parle d'un mec qui sait bah, pas squatter. C'est un mec, c'est justement, 6 mois c'est-à-dire que les la période variations de pour début. un débutant, c'est juste lancer des pistes sur des ranges de techniques qui sont Ouais. vastes. On va parler d'un squat par exemple entre un débutant, tendanciellement, si on parle vraiment de quelqu'un qui ne sait pas squatter comme tu le dis là, tendanciellement tu vas lui lancer une base de plutôt barre relativement haute. Et après, dans le temps, tu vas voir si tu peux lui mettre un truc en tertiaire sur un low bar, voir comment il réagit, si ça passe pas. Et à ce moment-là, du coup, enfin, pour moi, entre guillemets, les variations, dans ce sens-là, elles ont un rôle de création de repères et de se dire, voilà, Ouais, d'exploration, effectivement. d'exploration, ouais. C'est pour ça que quand tu as dit pas trop intéressant, c'était peut-être sur ce point de vue-là que j'étais moins d'accord. Ouais, ouais, je suis Mais d'accord avec effectivement, toi. on les utilise pas pareil. Hein. On les utilise pas en mode on va changer de son pattern de compte parce que de toute manière, il en a pas. Donc, c'était plus sur cette nuance que je voulais, euh, que je voulais revenir. Mais moi, je le vois vraiment comme un range de plus on avance, mais vraiment plus on avance, moins on en a besoin pour créer du momentum. C'est là où je voulais un petit peu en venir. Euh, L'intermédiaire, pour le coup, euh, pour moi, il en a vraiment pas besoin. C'est c'est un petit peu extrême comme stance, mais pour moi, l'intermédiaire, il en a vraiment pas besoin, justement parce que il arrive à un moment où il a des vraies adaptations, c'est-à-dire qu'il a une vraie technique qui est stable. Il n'a pas encore fini, il n'a pas encore tapé les plus gros plateaux atteignables. Et c'est justement à ce moment-là où la spécificité, ça va lui permettre d'atteindre les plateaux suivants. Donc, et une fois que tu arrives au plateau suivant, etc., où tu arrives à un stade qu'on peut considérer comme avancé, même s'il reste à définir en somme, euh, la création de momentum, justement, je la vois moins du point de vue des variations dans l'entraînement, encore moins, tu vois. C'est vraiment dans ce sens-là que je le vois, moi. C'est finalement plus on avance, plus on fait la même chose. Alors que plus on commence, plus on fait de choses différentes. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Mais même moi, dans mon cas, où en somme, sur mon profil, j'aurais pu me dire, ah, j'ai besoin de beaucoup de variations parce que je me blesse de manière régulière, etc. Et au final, plus j'intégrais de variations dans mon entraînement, plus j'avais de facteurs à risque que non contrôlables et où j'avais un potentiel d'exploitation super court parce que bah ouais, c'était sympa, ça me désadaptait vite fait des patterns qui étaient les plus tendus pour moi. Mais au final, au bout de 2 3 semaines, même sans pousser le truc très très fort, bah en fait, ça faisait un peu l'effet inverse. Alors que limite reprendre plus bas mon pattern de comp en volume et en intensité, le cycler de cette manière-là,
au final, ça me permet de prendre plus de temps et Ouais. au final, reprendre ce que je connaissais déjà bien et refaire quelque chose de mieux et atteindre potentiellement un volume plus élevé, une intensité plus élevée et créer de la progression de ce point de vue-là. Je sais pas si je suis clair. Bah, c'est-à-dire qu'on se pose des questions différentes selon le stade de ta carrière. Le débutant, ça va être d'avoir une technique fixée et d'avoir engrammé, automatisé en fait le pattern de compte. Et pour ça, on lance plein de pistes différentes afin de voir émerger plusieurs défauts, plusieurs qualités, des trucs qui vont sembler plus naturels que d'autres, etc. Et on cherche, pour quelqu'un qui est pas sportif ou peu sportif ou qui a peu d'expérience, on cherche à augmenter son niveau d'entraînement général et lui créer une base athlétique plus générale. Et plus on avance, plus il va trouver ses repères et plus la question de la technique va s'éloigner un petit peu pour laisser place à, bon ok, maintenant on a un truc fixé, on va voir quelle data on peut en tirer, parce qu'au départ il n'y a quasiment pas de données si ce n'est technique, et quel curseur on va pouvoir euh, avec quel curseur on va pouvoir jouer pour driver de la progression maintenant que tu as un stade où tout est fixé, tu as fait un premier pas. On va lancer peut-être des pistes de volume, des pistes de spécificité au niveau de la rep range, des pistes d'intensité, etc. Bah, pour moi, le débutant, c'est un mec qui doit apprendre les mouvements de base. Donc, je dis pas de bêtises, mais le hinge, euh, le pontage, enfin, Des la omoplates. position des omoplates, tout ça. On va dire que on va avoir une approche un peu tous par défaut. Mais je pense que dans la majorité des cas, pour apprendre le hinge, on va mettre du RDL. Pour apprendre la position des omoplates, on va lui donner des Q au bench, etc. Et je sais pas, là c'est peut-être une interrogation que j'ai encore aujourd'hui, si explorer trop de variabilité de mouvement dans cette phase-là, c'est intéressant parce que ça, au lieu de le débutant, il faut le rendre confiant sur sa technique. Et si à chaque fois on lui dit ouais, on va essayer ça, on va essayer ça, je sais pas si c'est vraiment une bonne approche. Alors que quand il passe un peu intermédiaire, pour moi là, strictement du point de vue de la technique, on ne parle pas de performance quand je dis intermédiaire, débutant, etc. Un intermédiaire, c'est quelqu'un qui commence à avoir une certaine maîtrise technique sans pour autant arriver sur une finalité entre guillemets En fait, technique non, où ça y est, l'intermédiaire, c'est pas maintenant, qu'il arrive même sur si. une finalité technique. C'est que s'il a tellement de l'avancement au niveau de sa charge externe, de sa progression, qui fait que forcément, ça va remettre en question sa technique perpétuellement. C'est pas qu'il a pas un bon niveau technique ou quoi que ce soit, c'est juste que sa progression va faire que il va devoir s'adapter au niveau de la technique. C'est ça la nuance, moi, que. Oui, justement, c'est plutôt là où on va optimiser entre guillemets certaines positions. C'est mon avis là sur la question où je me dis, ok, le débutant il maîtrise les fondamentaux. Hein, on en avait parlé, Johan, sur le podcast. Le débutant il maîtrise les fondamentaux. L'intermédiaire il va commencer à explorer peut-être plus. Peut-être le débutant on peut le faire explorer un petit peu quand même, mais peut-être plus sur l'intermédiaire. Et une fois que tu arrives sur du confirmé, on va dire qu'il continue d'explorer un petit peu, mais de manière moins régulière. Forcément, on va dire un athlète confirmé, il a déjà bossé des années sur sa technique. Il va pas faire un changement toutes les 2 semaines. Il aura plutôt tendance, limite, à faire des changements un peu incontrôlés. Des fois où, tu sais, ça nous est tous arrivé à la salle où un jour on se place un peu différemment et en fait on remarque un peu par le fruit du hasard que au final on se sent un petit peu mieux ou Ouais. peut-être sur Justement, une seule séance. le but de mettre des variations, c'est de provoquer un peu ce truc-là et de mettre tout le temps des comparaisons en fait. T'es pas obligé de Ouais. piocher et de faire un jour une variation, un jour une variation, mais juste de mettre en opposition, par exemple, tu parlais du placement des scapulas, de comparer une prise large à une prise resserrée, et quelle est la plus en dépression, en, en rétraction, etc. Et tu compares. Pour moi, les variations, dans ce sens-là, elles doivent servir un skill en fait. Si le mec il est full flair sur son bench, qu'il ouvre trop les coudes, qu'il arrive que à se biaiser en rétraction scap et que du coup il a un certain déficit et il exploite pas bien du coup la partie dépression scapulaire, qu'il est très mauvais, qu'il a un ratio de force entre des mouvements qui sont un peu plus en arc et des mouvements qui sont un peu plus horizontaux sur son bench, c'est sûr que s'il y a un déficit qui se crée, là je suis tout à fait d'accord, il y a un moment où on va pouvoir adresser là, on parle d'un bench, donc des prises un peu plus serrées. Et encore, je trouve que le bench, pour le coup, s'il y a bien un mouvement qui se prête très bien à l'utilisation de variations, pour le coup, ça reste le développé couché. C'est normal, il y a plus de fréquence, il y a plus de volume, et ça reste un mouvement vraiment le plus basique de chez basique sur les trois mouvements qu'on a. Et
enfin, le plus basique. Ça ne veut pas dire qu'il est facile, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est une question d'amplitude et c'est une question d'articulation mise en jeu. Donc, c'est vrai, là, pour le coup, il y a une nuance à mettre, c'est quel mouvement, pour quelle technique on met de la variation. Je ne dis pas que l'intermédiaire et l'avancé ne verront pas de variation, qu'on se comprenne bien, je parle vraiment de lancer une dynamique principale avec la variation. De mon point de vue, la variation a totalement sa place dans n'importe quel bloc, même de FA, pour n'importe quel niveau. Maintenant, là, je ne l'ai peut-être pas cadré à ce niveau-là, mais c'est plutôt dans la dynamique qu'on va poser, là où on va mettre notre dynamique sur la variation ou le spécifique. C'est plutôt là, dans ce sens-là, où je voulais en venir. Par contre, pour le coup, une certaine variabilité de mouvement, traiter des ratios de force, des skills aussi de manière générale, c'est une constante, hein, dans l'entraînement de n'importe quel niveau, hein. Ça, c'est peut-être qu'on a pas, enfin, j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais ça reste très important. C'est plus la question, c'est est-ce que je passe de bloc à développer le plus gros RDL weightless possible ou euh, voilà, tu vois ce que je Ah, veux dire? ouais. C'est ça que je veux dire. Ah, si je devais miser, oui, bah oui, forcément, je Voilà. vais Non, miser mais sur oui, le con. mais c'est même indépendamment de la période, tu vois. Mais proche ou pas proche de la compétition, dans tous les cas, je trouve que ça sera toujours une Ouais. erreur de vouloir maximiser tout sur une variation, notamment un petit peu trop éloignée, quoi. C'est... Je vous ai laissé sans voix, j'ai lâché une masterclass ou ça se passe comment? Non, non, Quoi, j'ai un truc sur la gueule? c'était Hein? bien. Oui. Hein? C'est quoi le problème? Ça y est, il rentre trop dans le personnage de Jesse You Pinkman, là. can't keep getting away with it! Oh putain, les mecs sur le podcast Spotify, ils vont péter leur crâne quand ils vont écouter ça. Ouais, Ah, venez sur venez YouTube, sur regardez nos YouTube. têtes. Regardez la Audi A7 de David. Putain, ça, ils la verront même pas, quoi. Ah, ça c'est triste, hein. Faudra faire Ah, un c'est screen à la dommage. fin. Ouais. En plus, c'est la première image quand tu tapes A7 sur Google. Puis c'est même pas de face, quoi. Tu vois vraiment le coffre. Mec, Non, non, c'est non, même pas c'est une vraiment RS, une c'est une A7 A7 basique. C'est basique. c'est un sédan de base, tu vois. C'est la couleur en plus d'entrée de gamme et tout. Genre, il s'est dit, ah, ça tue, franchement, ça tue. La prochaine fois, on aura peut-être un Renault Koleos ou je sais pas, peut-être même un diesel, ouais. Arcane. Ah putain. Ah bah fais-nous plaisir. Prochain podcast, t'avais une bonne vieille 206 RC tuning, tu vois. Ouais, c'est Ah, vrai que mec, ça ça, tue. ça tue Ouais, ça, ça ça tue. tue ça. Bon, on revient sur la point de la spécificité. On a fait le tour en vrai. On a fait le tour. Petit résumé quand même de la situation. On n'est pas d'accord exactement sur quand aborder forcément les variations dans les profils débutants, intermédiaires, avancés. Mais bon, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que l'utilisation de variations sur une dynamique principale dans l'entraînement, c'est un poil surcoté? Oui, Si vous dites ça dépend, attention. Oui, Attention. Oui, 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 ça ça dépend. dépend. ça dépend de oui. Ça On se croirait au STAPS, sans déconner. Tu peux faire n'importe quel exposé tant que tu dis ça dépend. Attention, ça dépend. Si le mec, si le mec il a 45 cm de fémur, c'est ce qu'il lui faut. Bon, Mais ça, c'est parce que t'as pas été en master. Ça marchait plus, ça j'y dépend en étais en master. master, j'étais juste trop fort pour le master. J'ai fait, je me Oh, casse, non, non, non. je les laisse là. Non, non, c'est faux. La vérité, c'est que t'es Pas, venu, pas de t'as ça, pris pas les de petits ça. amuse-bouches à la soirée de rentrée, puis t'es jamais revenu. C'est ça la vérité. Et j'étais avec mon tuteur de stage. J'étais là en mode bon, moi je vais faire coach en force athlétique. On a mangé tous les petits fours et après je me suis cassé. J'ai même pas envoyé un mail en plus. J'ai même pas envoyé un mail pour prévenir. Et monsieur Pierre Charles, Quelle notre prof fraude. de prépa physique, il m'avait un peu cassé les couilles avec ça. Genre, c'est pas correct, machin. Ouais, mais attends, moi je veux devenir crypto-millionnaire, mon pote, hein, j'ai pas le temps de faire ça, hein. Bon, allez, dernière partie sur bah, déjà le stress index. Est-ce que vous voulez développer de ce point de vue-là ou c'est trop nerdy, ça prend trop de temps? Bah, je vais laisser parler David, puisque nous, on n'utilise pas le Trace Bah Index. si, Donc, t'as fait tout un outil sur ça. non, bah, alors, le Stress Index, je crois qu'il utilise le Stress Index de RTS, qui est un outil Ah oui, particulier, oui, qui est bah, une formule particulière. J'ai d'autres formules, ouais, je sais. plein de formules. Bah, le stress index, l'idée c'est de lier un petit peu intensité RPE. Euh, Ça donnera, c'est un indicateur de volume au final entre guillemets. L'idée c'était de pallier au
problématique du tonnage à la base, qui est que 3000, ce qu'on disait tout à l'heure, 3000 kilos, bon, ça peut vouloir dire que tu as fait 3 fois 10 comme 10 fois 3 à 100 kilos. Donc, l'idée, voilà, derrière le stress index, c'était surtout ça. Maintenant, forcément, il faut utiliser le RPE. Hein, si tu utilises au moins en tant que, sans être un outil prescriptif, au moins en tant que, voilà, qu'informatif, parce que sans RPE, pas de stress index. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, de pouvoir aussi un petit peu comparer euh, un certain rep range. Par exemple, on va pouvoir comparer un 3 à 9 Mm. avec, là je dis une bêtise, avec un 7 à 10, j'en sais rien, et regarder si, en théorie, sur le papier, c'est le même stimulus. Après, moi, ce point-là, je suis pas trop d'accord. J'ai regardé un petit peu comment ils ont fait le stress index. C'est basé en gros, hein, sans rentrer dans les détails, mais sur les vitesses de barre, entre guillemets, le déficit de vitesse qu'on va avoir entre la première rep et la dernière rep d'une série. Et après, ils ont fait une équation. Bah, en fait, Ça retranscrit ça. Mais je suis pas trop d'accord avec le fait que on va pouvoir comparer les en fait, stimulus, si, mais dans le etc. cadre de Emerging Euh, Strategies, en fait. Pas forcément dans le cadre du RPE, juste. Hein, t'as pas besoin d'utiliser. Tu peux calculer le stress index en faisant des straight sets, en faisant du pourcentage. Il faut juste Non, un non, RPE et mais un nombre ce de que je veux séries, dire avec un Emerging nombre de Strategies, répétitions. c'est, enfin, ça marche très très bien sur la base que tu fais pas forcément beaucoup de wave loading, je trouve. Bah, oui et non, parce que le volume, c'est pareil. Le volume, si tu fais du wave loading, la donnée, elle va changer. Elle va évoluer. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est le stress index qui Oui, va évoluer. Ah, c'est un indicateur comme un autre, au final, le stress index. C'est juste que ça prend en compte, au final, en plus de l'intensité, la proximité de l'échec. Après, c'est pas quelque chose qui a été validé scientifiquement, etc. Je non sais mais pas si ça le- c'est quand même un outil pratique qui peut je être trouve qu'il prend quand même beaucoup plus son sens, le stress index de RTS, sur la partie justement où t'as des microcycles que tu peux vraiment comparer entre eux pour en faire sens et lier ça avec une progression ou une régression en fait. Pour moi, il a créé vraiment l'outil même en synergie avec ES. Après, ça s'individualise même sur du wave loading, mais justement, j'ai l'impression que c'est plus là pour servir tout son paradigme de répéter les mêmes microcycles, etc. Au moins de se. Après, Emerging Strategies, qu'est-ce que c'est finalement? Allez, vous avez 4 heures. Non, mais Non, mais ce qu'on peut dire ben, sur ce stress index, c'est il existe pas mal de formules. Pas forcément en powerlifting. Moi, par exemple, j'utilise une formule qui a été validée dans le monde de l'endurance, mais j'ai passé un peu un an à l'observer et à me créer mon propre référentiel et mon propre continuum de cette formule sur le powerlifting. Mais en gros, c'est d'avoir une idée de la charge d'entraînement, qui est un concept de préparation physique, qui est le produit du volume et de l'intensité, pour avoir quelque chose qui permet de tout objectiver, comme disait David, de pouvoir de comparer des formats très différents à des intensités différentes, et de pouvoir avoir une estimation de qu'est-ce qui est le plus sollicitant en dehors de tout contexte en fait. Et donc, c'est pas quelque chose en lien avec la charge chronique et la charge aiguë, si je dis ouais, pas de bêtises. c'est ça. Et c'est pour ça qu'on me Ça, disait tout à l'heure, le tonnage, il manque quelque chose en fait, c'est parce qu'évidemment, 3000 kilos, tu peux l'avoir par un 10 x 3 un 3 x 10, etc. Et il faut toujours le coupler avec l'intensité. Et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que l'intensité va pas sans le volume. Il faut toujours observer l'interaction entre les deux et la combinaison des deux dans notre programmation et avoir des outils encore au-dessus qui prennent en compte les deux. Ça, c'est intéressant. On peut comparer le et volume puis, et l'intensité juste comme ça, on va dire à l'œil nu, mais en disant oui, bon, bah, j'ai 10 séries avec une intensité moyenne de 75%. Le bloc d'après, j'ai toujours mes 10 séries avec une intensité moyenne de 80%. Qu'est-ce qui a le plus progressé, etc. Ou alors on prend des indices qui regroupent tout, mais qui sont forcément un petit peu plus fourre-tout, quoi. ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, plus tu mets de variables dans un score, entre guillemets, plus tu prends le risque de perdre en précision. Mais, Et après, ce qui est intéressant, c'est que aussi tu peux avoir, il faut pouvoir comparer. Tout à l'heure, je parlais du aigu, ratio chronique aigu. Ça, c'est un outil, bon, c'est pas ce qu'il vaut si ça a été validé, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir comparer sa charge d'entraînement actuelle à quelque chose de plus chronique, on va dire la moyenne des 3 4 dernières semaines. Comme ça, tu peux te dire, OK, là, j'ai fait plus que d'habitude. C'est pas j'ai fait plus qu'il y a 6 mois, c'est
là, ok, j'ai augmenté plus que d'habitude, ça pourrait expliquer par exemple des apparitions de douleurs. Ouais, c'est-à-dire que c'est intéressant de pouvoir étudier la dynamique de la charge d'entraînement. C'est ça, ouais. Donc pour ça, le ratio charge aiguë, charge chronique, euh, moi je l'utilise, en tout cas il est en rodage chez Nikaya Powerlifting. Mais c'est toujours pareil, ça dépend de qu'est-ce que tu mets dedans, parce que le ratio charge aiguë, charge chronique, il y a je ne sais combien de formules, il y a plusieurs auteurs qui ont publié là-dessus et qui ont chacun un petit peu leur formule. Et bah, il n'en existe pas en powerlifting, hein, je vous le donne direct. Donc moi, j'utilise le tonnage multiplié par l'exponentielle du pourcentage d'intensité. Et après, de là, tu fais des moyennes sur les 3 semaines précédentes et tu fais ton ratio avec la semaine actuelle. C'est compris, les enfants? Vous avez noté? Voilà, parfait. Voilà. Il a dit exponentiel, tout le monde est parti. Ouais, c'est lui qui s'en occupe, hein. Moi, Ok, Non, mais bon. c'est sûr que c'est en rodage, hein, Tu tu vas vas pas fermer dire, ta bon, gueule, alors oui? Hein, là, t'emmerdes tout le monde là avec et tes conneries. laisse-moi finir ma phrase. Oui, J'ai vas-y. eu 3 phrases sur 1 heure et demie de Mais podcast. non! Voilà. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Si. Non, bah, c'est sûr qu'on l'utilise pas comme ça de but en blanc. C'est toujours des niveaux de lecture. Premier niveau de lecture, le nombre de séries par semaine, l'intensité moyenne en RPE, puis après tu arrives peut-être à intensité pic, comme tu disais David, le tonnage, etc. Puis t'as encore un niveau au-dessus. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas avancé, ça sert à rien de se dire, bon bah là mon ratio il était à 1,29 alors que la semaine précédente j'étais à 1,41. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut rien dire. Surtout un risque de Ouais, ouais, là surinterprétation. on part. Ils savent pas interpréter. Ouais. Bah écoute, ça fait un bon lien avec un petit peu la conclusion et dernier point que je vais aborder sur le data tracking, c'est que le meilleur feedback qu'on a en termes de tracking des données, de suivi des données, ça restera toujours ce que on va pouvoir objectiver dans vos vidéos, dans vos feedbacks, mais surtout ce que vous allez remplir vous aussi dans votre carnet d'entraînement. On ne peut pas que se baser sur ce qu'on a écrit nous dans la programmation, c'est toujours le feedback du terrain qui va primer dessus. C'est pour ça que c'est peut-être la faiblesse principale du coup de se baser entre guillemets uniquement sur les données, c'est qu'au final c'est toujours le réel qui va nous rattraper à grands coups de sabot en fait. C'est qu'on ne peut pas écrire une programmation avec un seul point de vue d'un seul côté, qui est le point de vue du coach qui a programmé le dernier bloc, et c'est tout. On a besoin d'un contact, j'allais dire permanent, mais en tout cas d'avoir un feedback permanent, au moins sur les données les plus objectivables possibles, voire même, si on veut aller au bout du bout, sur les données les plus subjectives de votre ressenti de l'entraînement. Toutes ces, si on parle que de stress index, ça n'a que peu de valeur pour des athlètes qui font la moitié du boulot, hein, si je devais résumer l'idée. Oui, Voilà, et clairement. puis Mais depuis tout à l'heure, on parle, mais bon, les fondamentaux, c'est s'entraîner dur, être régulier, etc. Sans ça, ah ouais. on va traquer toutes les Tu datas as qu'on peur, veut. t'as peur de te faire terminer là. Je t'ai senti hésitant David, là. il nous a fait, c'est train, eat, sleep Et le, voilà. Mais et exactement, mec. le petit flex au niveau du coude. Ça, oubliez jamais, petit flex au niveau du coude. Au, au final, l'entraînement, c'est simple, hein, c'est hit, train, Ouais, sleep. et puis tous ceux qui ont plus de 140 au belge, ils sont dopés. Ah, voilà, ça faut le savoir, hein. Ça faut le savoir, c'est écrit dans le livre, hein. Comprendre la Bah, force, comprendre l'empire. Hein. tu confirmes ça, mec. C'est pour ça qu'il a loupé sa troisième barre à 142, donc je suis pas Ouais, trop bah, sûr. fin cool, ouais, j'avais les deux pecs arrachés, moi. Arrachés, ils étaient. Ils étaient même plus sur ma poitrine. C'était le Saint-Esprit qui poussait avec moi. Et pas très fort ce jour-là. J'ai pas dû prier assez. Il a pas fait son Ouais, non, picking. ça c'est sûr que picking, j'en ai pas fait. Bon, je voulais parler un peu de VBT, mais là, ça pourrait être même un podcast à part entière. Je sais que toi, par contre, David, tu l'utilises pas mal. Si tu veux pitcher un petit peu 2 minutes dessus, sur toi, ce que tu en trouves juste comme bénéfice, et petite limite, mais juste en étant concis, clair, précis, comme tu sais l'être. Bah, le VBT, c'est un capteur de vitesse qu'on va plugger à la Oula, barre. tu Et plugs toi? l'idée, ça va être. Ah Ouais, ouais. c'est le capteur qu'on plug à la barre, c'est pas, c'est pas l'inverse. Et l'idée, ça va être de traquer un petit peu ces vitesses de barre. Donc, pour objectiver un petit peu le proximité de l'échec. Donc, par exemple, là, on va observer que, en faisant des tests, que 0,25 mètres secondes, c'est RPE6, par exemple. Entre- on va même mettre peut-être une fourchette, par exemple, entre 0,24 et 0,26.
Et voilà, l'idée, c'est d'objectiver CRPE. Par contre, il y a des limitations. En pratique, l'outil fonctionne plutôt bien. Moi, je sais. Par contre, forcément, quand on fait des grosses modifications techniques, etc., bah, derrière, on va devoir refaire tout son profil parce que bah, le point critique n'est plus au même endroit. Enfin, pour des raisons, peu importe la raison, mais quand il y a une grosse modification technique, en tout cas, je ne parle pas de petites modifications, sa prise ou quoi. En tout cas, au squat, par exemple, si on modifie sa largeur de prise, je ne pense pas que ça impacte tout le temps si on a fait une petite modification de la vitesse. Maintenant, voilà, il y a quand même certaines limitations. Mais de manière générale, je trouve l'outil assez intéressant et facile à utiliser en pratique. Le seul problème, c'est qu'il est onéreux. Oui. Enfin, tu sais, maintenant, les ceintures, elles coûtent aussi cher qu'un Bah, VBT. Donc, ouais. Ouais, bah, j'ai pas dit que c'était pas c'est vrai. onéreux les ceintures non plus. C'est marrant, Mais c'est marrant, ce que il tu dis faut vraiment, vouloir. c'est que le bénéfice du VBT, c'est que ça permet de développer un standard, et les limites du VBT, c'est que bah, le standard il évolue, et du coup, et du coup c'est chiant. Ouais. C'est- C'est pour ça que je pense que c'est un outil. En vrai, c'est pour ça que j'ai toujours dit c'est un outil. Honnêtement, si vous n'êtes pas confirmé ou au moins en passe de l'être, je sais pas si ça a une grande utilité. En tout cas, si votre technique est souvent amenée à être modifiée, en fait, à part avoir des fausses datas, je sais pas si ça a un réel intérêt. Après, on peut aussi traquer la vitesse pour la progression, etc. Genre là, j'ai fait cette single à telle vitesse. La semaine d'après, je refais Bah, le du même coup, c'est single. beaucoup utilisé Bon, j'ai par ceux progressé. qui utilisent beaucoup, du coup, la densité de volume, on va dire, enfin, TSG pour citer que eux, et du coup, c'est beaucoup utilisé par eux, pour le coup, vu qu'ils sont beaucoup à charge fixe. C'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être Ouais. sympa. Bah, pour moi, le principal intérêt, ça reste quand même d'objectiver la proximité de l'échec. Je pense que si on est dans une, Ouais, mais dans un il est trop nul pensée, l'outil on pour peut, objectiver la proximité de l'échec, je trouve. bah non, justement, mec, il marche super bien quand tu as une bonne Mais ouais, mais technique un peu ton niveau de fiable, etc. fiabilité, il descend Toutes les avec semaines, l'augmentation, la proximité de l'échec aussi. C'est-à-dire toutes les perturbations de seeking point et tout. en fait, l'idée, oui, oui, mais c'est pour ça que je dis il faut avoir une technique plutôt fiable. Mais on va dire si c'est une petite perturbation, ça va pas. C'est pour ça qu'on va mettre des ranges aussi. On va pas dire Ouais. 0.25 CRP6, on va dire entre 0.24 et 0.27 CRP6. Moi là-bas, je mettais des valeurs fixes et des fois tu es là, tu te retrouves comme un con. 0.24, ça veut rien dire. C'est ni RP6,5 ni RP7. Bon, après tu mets des ranges, c'est facile quoi. C'est plus. Ok, ok. Bon, Ouais, conditions réelles, c'est plus on va pas facile. passer 150 ans dessus non plus. Mais c'est un outil qui peut être valorisable. Mais par contre, moi, quand j'ai eu en athlète il n'y a pas si longtemps, vraiment full débutant. Ah, tu penses quoi du VBT? Est-ce que je devrais l'utiliser? Ça fait sourire dans le sens où bah, on est sur quelqu'un qui a un Ah standard ouais. qui est à peine fixé en comp. C'est quand même c'est quand même marrant de l'entendre à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ah, ça n'a pas d'intérêt du coup. À part moins 400 € sur le compte. Bon, le VBT ou la ceinture, prenez la ceinture. Voilà. Ce sera plus pertinent si vous en avez pas. Mais la ceinture 13 ou 10 mm? Oh, comment Je faire? sais pas. Bon, bah, déjà, tu t'es fait des ennemis en disant que tu préférais la 13. Ah bon? Des ennemis? Ouais. J'ai pas d'ennemis. Mec, elle est dépassée de mode, la C'est 13. plus la Ah ouais. traîne. Personne l'utilise, gros. Ah merde. C'est plus la C'est plus traîne la Je suis traîne. trop vieux pour ça. C'est un fou. T'as Trop fait vieux un pour ces réel de conneries, boomer en lâche ça. disant non, conservateur, restez. Notre culture, nos valeurs, notre 13 mm, nos côtes fêlées. Ok, ok. Je vais faire ça. Je vais faire pareil avec tous les équipements maintenant. Dès qu'il y a un nouveau truc, tu. On veut des genouillères bien molles, hein. Surtout pas de trucs rigides. Le Si. singlet Yalouz, c'est Adidas. un Le fou, c'est singlet Yalouz Adidas. d'abord. Ah oui, ça c'est le skin originel. Ok. Bon, eh ben les gars, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a donné beaucoup trop d'infos gratuites à la plèbe. C'est terrible. Un jour, il va falloir monétiser tout ça. Ça veut N'hésitez dire pas à faire des dons. prenez un coaching Nikaya ou Sun Development. Voilà, c'est une. Ouais, vous faites ploum ploum. Soit vous prenez David Prenez Strength Lamborghini, Development. soit vous prenez Jérôme Jesse Roten Piedman. et Daniel Iriolo. Bon, Il n'y a cassez pas pas assez les de couilles. milieu pour donner le ballon Déjà, à vous Barcola. mettez un like, vous partagez, vous commentez, vous nous faites plaisir, vous nous faites un petit feedback. Podcast de la rentrée, premier podcast d'une série où on va être en collaboration avec divers acteurs dans le monde de la force de manière générale, parce que les prochains podcasts,
seront un petit peu plus généraux sur l'impact de la force, les bénéfices de la force athlétique pour la préparation physique, les bénéfices de la force de manière générale pour la préparation physique, un petit peu vers quoi on essaye de tendre, toujours se raccrocher un petit peu à la force, plutôt à la force athlétique je parle, mais traiter un petit peu aussi de la qualité de force dans tout l'élément sportif. Donc vous aurez des podcasts très intéressants les semaines prochaines à ce sujet-là. Aussi un podcast sur une discipline connexe à la force athlétique qui est le streetlifting avec Claire, que vous découvrirez dans les semaines qui viennent. Et voilà. Merci à tous de votre écoute. Merci si vous êtes encore là, en tout cas après 1h40. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci beaucoup, Et tu David. souhaites même pas bonne année à tous tes Oh, athlètes c'est et polémique tout ça. potentiels. Bonne c'est année, polémique. bah oui. Moi, je vais pas sur ce terrain-là. Je vais pas sur ce terrain-là. Merci beaucoup, David, Allez, salut. d'être intervenu avec nous. C'est toujours un grand plaisir de s'insulter pendant 1h40. J'espère qu'on pourra se refaire ça. Un plaisir partagé. Bon. Merci à tous. À la semaine prochaine.